Moi, je comprends pas pourquoi la pyramide c'est différent du triangle. Mais un triangle, tout est censé se toucher. Une pyramide, c'est mais je pense qu'on va pas discuter longtemps de géométrie parce que ça n'intéressera pas vraiment. Tu vois, il se passe plein de trucs dans le cerveau d'Elisabeth, alors que moi, depuis tout à l'heure, vraiment, il se passe rien. Le soleil se couche, il se passe rien dans les grillons, c'est mon cerveau là. Aussi, excuse-moi, il a une affiche qui ressemble à une affiche de Roland Garros. On ne comprend pas de quoi il parle et quand tu t'en approches, on dirait un film qui se passe sur Mars. Il y a complètement un triangle amoureux dans Star Wars. Hunger Games aussi avec. Mais il nous l'a cité, ça a été déjà cité tout à l'heure. Twilight, vous savez. Star Wars. Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Cette semaine, c'est la dernière de l'année, alors on a voulu faire 3 fois plus, et je choisis pas le chiffre 3 au hasard parce que l'émission sort un 3 juillet. Non, c'est parce que c'est le motif récurrent du jour. On vous parle de 3 sorties récentes. Rêve, premier volet d'une trilogie, la trilogie d'Oslo, signée par le Norvégien Dag Johan Odergusted, je me serais tentée. Warfare d'Alex Garland, son 3e long métrage avec des militaires, cette fois-ci co-réalisé par le militaire Ray Mendoza, et de Matérialiste de Selling Song, qui nous permettra d'ouvrir un focus sur les triangles amoureux au cinéma, parce que l'amour, évidemment, c'est mieux à 3. Également au programme des jeux et des recos contre recos, l'accident de piano de Quentin Dupieux et 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, les 2 cinéastes français les plus productifs. Enfin, carte blanche à Yuri en duplex du Festival d'Avignon, qui, probablement matrixé par son environnement, prendra la défense du théâtre filmé. Et promis, c'est la dernière de l'année, mais on vous réserve tout plein de surprises pour passer l'été. Alors silence, moteur, la perche est dans le cadre et on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à tout le monde, je suis avec Laurent, avec Alban, avec Rita, avec Valentin et avec Yuri, du coup, en duplex du Festival d'Avignon. Non, il est pas du tout en duplex, il nous a juste envoyé sa carte blanche, on va dire la vérité. Garde la magie. Je garde la magie. Yuri est en duplex en train d'écouter l'émission pendant 1 heure pour intervenir juste à la fin. On va commencer par le courrier des auditeurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, me plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Alors des nouvelles de la polémique Walking Dead. Les chiffres sont toujours plus fous. En revanche, les gens se sont calmés. J'ai l'impression maintenant, les gens débattent d'à quel moment ils ont arrêté Walking Dead et de quelle mort les a le plus traumatisés. Donc je trouve que c'est un débat très sain. C'est celui que je voulais ouvrir avec cette carte blanche. Le Walking Gate, en fait, on peut. Le Walking Gate, bien vu. Le Walking. Ah oui, le Walking Gate. Wow, toujours plus de folie. On a aussi reçu un message, Laurent, nous précisant qu'il y avait une actrice de F1 qui était une actrice de Parlement que tu n'avais pas reconnue. Et je voulais. Si, je l'avais reconnue. En fait, j'avais reconnu dans le film cette actrice et je me demandais où est-ce que je l'avais vue. Et en effet, elle joue un des rôles importants de Parlement. Elle joue le lead féminin, en fait, comment dire, le love interest du personnage de Xavier Lacaille. Et j'ai oublié son nom à cette actrice. Elle s'appelle Lise quelque chose. Si je peux me permettre, Laurent, tu l'as confondu avec une actrice pendant tout le film. Non, alors ça c'est pas ça. C'est qu'en revanche, il y a une autre comédienne pendant tout le film, il pensait que c'était Rebecca Ferguson, alors que pas du tout. Et c'est Liz Kingsman. Voilà, la comédienne. Et j'ai pas eu. T'as été plus rapide que moi pour la trouver. Mais en effet, oui, elle joue dedans. Et elle joue d'ailleurs un tout petit rôle. Mais ce qui est ouf, c'est qu'elle une attachée de presse. Elle sort d'une série française sur Slash, tu vois, et elle fait F1, qui est un des plus gros films ricains, quoi. Et bah, écoute, je trouve ça assez cool. Good for her. Enfin, c'est bien pour elle. D'avoir un agent sympa. Hein. Bah ouais. Ou de la chance, ou les deux. Et après, il y a pas mal de nationalités quand même sur le film parce que c'est une arène très internationale. J'en profite pour faire un petit point sur le fait qu'effectivement, c'est la dernière émission de l'année dans le sens émission. On est tous autour d'une table en train de débattre des sorties. On reviendra à la rentrée, ce qu'il faut qu'on prenne des petites vacances. Mais pas de panique, comme je vous disais en introduction. On a prévu un certain nombre de petites surprises. Il y aura des capsules d'été dans lesquelles on débattra de nos films préférés de l'été, et il y aura un nouvel épisode de Tendre la perche, puisque on le dit, Rita, on annonce. Oui. Eh ben, on a interviewé Sarah Kaminski, qui est la co-scénariste d'Un ours dans le Jura et d'un certain nombre d'autres films, Un ours dans le Jura, dont on avait dit beaucoup de bien cette antenne. Donc on était très contents de la rencontrer et c'était une très très chouette conversation. Donc voilà, restez... Ça parle de Vampire Hot, ça parle de Mozart, ça parle de... J'essaie de teaser. Ça parle d'aller dans la tête des gens. Ouais, d'aller dans la tête des gens. Ça parle de plein de très bonnes choses. Et quand Elisabeth disait nos films préférés de l'été, c'est nos summer movies préférés, pas les films qu'on va préférer regarder au cinéma. Oui,
ça va pas être sur Superman et Jurassic Park. Ça va être, effectivement, c'est nos films préférés, c'est nos summer movies, comme dit Alban, préférés. Et on a fait l'exercice un peu comme tendre la perche, c'est-à-dire que Rita dit c'est ça mon summer movie, on le regarde tous et on en débat. Juste Rita d'ailleurs, personne d'autre n'a donné. Non, mais je te donne ton exemple, mais tout le monde se prête à l'exercice. Et peut-être d'ailleurs qu'on fera des formules plus courtes, on reviendra sur certaines grosses sorties de l'été, puisqu'on s'était dit qu'il y avait des trucs qu'on voulait pas rater, donc on fera probablement des petits épisodes hors série. Enfin, en tout cas, voilà, restez connectés, il va se passer plein de choses. Laurent, le box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi? Et je pense pouvoir dire, sans trop m'avancer, qu'il y a une voiture de course en tête de ce box-office. Ben voilà, ils font la course en tête. Ils font la course en tête avec F1 qui fait quand même plus d'1 million d'entrées en première semaine, ce qui est un très gros démarrage. Je pense que même ça fait probablement partie des plus gros démarrages de l'année, je pense. En France. Oui, non mais enfin. Plus gros démarrage Apple et plus gros démarrage pour un film avec Brad Pitt. C'est un énorme carton aux États-Unis. On est à un stade où en fait c'est le plus gros démarrage de l'année qui ne soit pas une licence, voire même de ces dernières années. C'est depuis le Covid, mais il y a un caveat quand même dans cette phrase parce qu'elle a beaucoup été utilisée. En fait, la notion de film original, c'est quand même un film dont le nom est trademarqué. Il y a écrit F1 avec un petit R à côté. Ça reste une licence en absolu. C'est une licence, mais c'est pas une adaptation, c'est pas une suite, c'est pas un remake. C'est un scénario original. Voilà. C'est quand on qui en ne est l'est là. Pas tant. Quand on en est là pour parler d'Hollywood, c'est que vraiment les carottes sont cuites. En deuxième. Et par contre, c'est le plus grand succès pour un film de plateforme pour l'instant. Oui, et il risque de dépasser les 200. Il y a de grandes chances même qu'il dépasse les 200 millions puisqu'il a déjà fait 140 millions au box-office mondial. A priori, c'est un film qui va terminer à 400-500 millions de box-office mondial. Le plus grand film de plateforme à avoir fait ça, il n'a pas dépassé les 200 millions en fait. Donc c'est potentiellement un. Oui, c'est un peu un game changer. C'est un peu un game changer. Après, ils le sortent. Par exemple, en France, il sort au ciné, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Parce que c'est la Warner. En fait, comme ils avaient fait pour Killers of the Flower Moon, Apple a payé Warner pour distribuer le film en salle, et c'est pour ça qu'en France on l'a, parce qu'ils acceptent la chronologie des médias et le fait que du coup F1 ne sera sur Apple que dans 1 an et demi. Eh bien, écoute, tant mieux pour eux, parce que je pense que les gens vont aller le voir encore. En tout cas, c'est plutôt une belle réussite. Il détrône d'ailleurs. On vous en a parlé la semaine dernière, je précise, si vous voulez réécouter notre débat dessus. Pas forcément extrêmement élogieux. Surtout regardez nos vidéos sur Insta. Il détrône qui du coup passe en deuxième place Dragon, qui est toujours là, qui fait quand même 489 000 entrées cette semaine, donc plus 32%. On voit l'effet un peu vacances/fête du cinéma, qui fait 1 million. Canicule. Qui fait 1 574 000 entrées en cumul, ce qui est quand même assez solide pour une licence qui est moins grosse qui est moins grosse que celle que les grosses licences de Disney, mais enfin quand même. Et en troisième position, Elio, le nouveau film Pixar, qui clairement doit bénéficier d'un bon bouche à oreille parce qu'il fait 288 000 entrées, ce qui n'est pas forcément énorme, mais il fait une variation de plus 91% cette semaine, ce qui est genre presque 2 fois plus de gens l'ont vu cette semaine que la semaine précédente, ce qui est assez fou. Mais Rita, tout a aimé, donc. Avec un cumul à 450 000. On t'entend pas dire oui quand tu hoches la tête. Oui, j'ai hoché la tête, c'est peu radiophonique. En revanche, aux États-Unis, c'est le pire flop de Pixar de son histoire. Et il y a déjà ce qu'on appelle des hit pieces, c'est-à-dire des articles qui sont là pour faire du mal, où en fait les joueurs de Pixar, pour se dédouaner du fait que c'est un four, laissent fuiter des infos dans la presse. Donc là, dans les Hollywood Reporter, dans Variety, il y a des articles sur le fait que la production était chaotique, que les réalisatrices ont fait n'importe quoi, qu'il y a des gens qui ont quitté Pixar au milieu de la production. Tout ça, c'est un peu fait pour discréditer le fait que c'est pas eux, c'est pas Pixar. La thèse de l'incident industriel. On se couvre. Mais Disney a fait la même chose avec Blanche-Neige en essayant d'assassiner Rachel Zegler. À peu de choses près, c'était ça. Mais donc c'est habituel, c'est juste très triste. Mais donc du coup 455 000 entrées de cumul, ce qui est pas énorme quand même pour un film Pixar, mais enfin on peut espérer qu'il arrive quand même à un score un peu plus honorable parce qu'apparemment le film est bien. En quatrième position, on va quand même parler de Lilo et Stitch qui était quatrième, qui a pas bougé du coup, qui est resté, mais qui fait quand même plus 34% avec un cumul à 4,3 millions, donc c'est quand même vraiment un gros succès pour un truc dont j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt. La clim. Voilà. Mais la clim, peut-être. On peut parler aussi du perdant de la semaine, qui n'a pas bénéficié de la clim, lui, malheureusement, qui fait un démarrage quand même assez terrible, le grand déplacement, qui fait que 82 000 entrées en première semaine, ce qui est quand même une méga catastrophe. Ouais, énorme budget en plus, je crois. Pour un film qui a quand même 17 millions de budget et qui est une grosse sortie Gaumont et tout, ça s'est quand même lourdement vautré.
Bon, le film est quand même pas terrible, on va pas forcément le défendre. On en a aussi parlé la semaine dernière. Alors, les gens ne se sont pas grand déplacés, je crois. Pas grand déplacé. Il est 10e, ce qui est quand même vraiment pas ouf. Par contre, on peut soutenir les acteurs, actrices, tout ça, parce qu'ils évidemment se prennent un raid assez violent sur les réseaux sociaux. Oui, ce qui est pas mérité. Et puis, qui est pas surprenant, mais le film est pas si scandaleux que ça, mais juste, enfin pour moi en tout cas, le film est pas si scandaleux que ça. C'est juste un peu faible et bon, clairement il y a eu une désaffection du public pour celui-là. Mais on retrouvera Jean-Pascal Zadi et toute sa bande en meilleure forme. Laurent, avant de conclure ces box-office, news, etc., des nouvelles de Rachida Dati. On en prend chaque semaine maintenant. Des nouvelles de Rachida Dati, on en prend cette semaine. Elle essayait de passer à l'Assemblée nationale sa nouvelle loi pour faire la holding de l'audiovisuel public et n'en faire une seule entité. Cette proposition, enfin ce projet de loi a subi une motion de rejet de la part de l'Assemblée nationale, donc ce qui fait que l'Assemblée nationale n'en a même pas débattu. Le projet a été rejeté en bloc. Ce qui pourrait être vu comme un désaveu, comme un camouflet pour la ministre de la Culture, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il semblerait qu'il y ait eu des tractations en fait en interne pour que justement cette motion de rejet soit passée, pour que le projet passe directement au Sénat, qui serait plus favorable à cette réforme. En tout cas, les débats seraient moins houleux et moins compliqués. D'ailleurs, il va passer en commission, il me semble, dans quelques jours, je crois, genre avant même la vacance. Il doit passer le 7 parlementaire, oui, c'est ça. 7 juillet. 7 août. 7 juillet. Non, 7 juillet en deuxième lecture au Sénat. Et donc, du coup, après, il faudra faire une deuxième lecture puis, ou une CMP. Voilà, une commission mixte paritaire. Et donc, en fait, c'est manifestement un mouvement législatif à la constitutionnalité semble-t-il douteuse. Alors ça, pour le coup, je suis vraiment pas constitutionnaliste, donc il faudrait discuter de ça de manière... L'argumentaire opposé étant que comme la gauche avait déposé beaucoup d'amendements, la majorité dit c'était de l'obstruction, on pouvait pas vraiment débattre du texte sur une journée. Bien sûr, on laissera chacun libre de décider. C'est toujours pareil. Dans les deux cas, il y a les deux points de vue, il y a une discussion. Le fait est que la réforme n'est pas du tout enterrée. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réforme n'est pas du tout enterrée, voire même elle a été un peu fast track pour aller un peu plus vite. Voilà, bon, avec, enfin, j'en sais rien. J'avoue, j'ai pas regardé les détails de la réforme. J'ai pas forcément d'avis sur cette histoire de holding de l'audiovisuel public. C'est une catastrophe. Ne le faisons pas. Mais voilà. Mais je suis partie prenante, mais ne le faisons pas. Voilà. Ça me surprend pas en tout cas. Mais toujours pour l'état du journalisme français, ça serait vraiment une catastrophe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, cette réforme est en train de globalement passer et c'est pas du tout un camouflet pour la ministre de la Culture. Rachida ne perd jamais. Si elle perd, c'est les autres qui ont raté leur manière de gagner. Et c'était en train de me dire que c'est la sœur de Parker Lewis, parce que oui, Parker Lewis ne perd jamais, une série télé des années 90 que j'aime beaucoup. On en parlera peut-être. D'accord. Peut-être un jour, carte blanche. Merci, Maître Laurent, le cousin de professeur Alban, non, docteur Alban. Maître Laurent et docteur Alban. Le premier film. Moi, je suis cousin du musicien, pas de Alban. Il y a un musicien qui s'appelle vraiment Docteur Alban, que Laurent essaye de vous dire qu'il existe vraiment depuis un an. Mais les gens ne le croient pas. Personne l'écoute parce que tu es le seul Docteur Alban à nos yeux. Le premier film dont on débat ce soir, c'est la trilogie d'Oslo, mais le premier segment qui s'appelle Rêve. On écoute la bande-annonce. Och det var första i det jag tänkte det ordet. Att det liksom gick upp för mig vad det handlade om. Jag var ju bara helt otroligt förälskad i Johanna. Det var ju därför jag skrev det ner. Alors le réalisateur du film s'appelle Dag Johan Ågerud, encore un malheureux dont j'ai absolument écorché le nom de famille en rajoutant des morceaux dans mon introduction, mais il sera pas le... On va dire Dan. On va dire Dan. Ni le premier ni le dernier. Alors qu'est-ce que ça raconte la trilogie d'Oslo? En tout cas ce premier segment qui s'appelle Rêve, c'est l'histoire de Johan qui tombe amoureuse pour la première fois de sa vie de sa professeure. Elle relate ses émotions dans un carnet et quelques temps plus tard elle revient sur cette relation. Est-ce que c'est juste Alban comme... Oui, c'est ça. En fait, ça joue quand même sur plusieurs temporalités, puis c'est pas évident parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux à la fois de discours, de monologue, il y a énormément de voix off en fait dans le film et le centre de l'histoire, c'est qu'effectivement cette Johanne tombe amoureuse de sa professeure Johanna et elle va noter en fait ses impressions et comme un journal intime. Et sa grand-mère et sa maman vont tomber dessus et en fait va se poser assez rapidement la question de est-ce qu'on le publie ou pas, parce que les notes sont... C'est une œuvre littéraire. Voilà, exactement. Moi, c'est un film que j'attendais un petit peu parce que j'en avais entendu un petit peu parler en fait dans la presse. C'est un réalisateur
norvégien qui a publié plusieurs romans qui n'ont pas été traduits en France et à la fois aussi réalisé plusieurs films qui n'ont pas été diffusés en France. Là, c'est un peu sa première reconnaissance internationale parce qu'il a gagné l'Ours d'Or à Berlin et un Ours d'Or qui lui a été remis par Todd Haynes. Et en fait, c'est complètement cohérent. Ça peut donner un petit peu des premières idées des premières impressions par rapport au film, parce que on est quand même sur un film totalement qui peut plaire à Todd Haynes. On a une forme encore une fois de récit d'apprentissage, en tout cas d'éveil à l'amour et à la sensualité et au désir. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché à la fois parce que c'est un film ça peut déplaire à certains, qui est très verbeux, ça parle énormément, il est beaucoup question d'écriture, beaucoup question de comment on laisse une trace de ce qu'on a vécu par l'écriture, et comment le fait d'écrire, le fait aussi de lire ces émotions-là, c'est quelque chose de très physique, de très charnel. Et il y a une très belle phrase à un moment où la grand-mère dit qu'elle espérerait que les mots l'enlacent, et en fait ce film-là a un peu pas cette prétention, mais l'ambition de nous faire passer ce message-là, et c'est un film qui m'a beaucoup touché pour ces raisons-là. Et par ailleurs, je trouve qu'il arrive à déjouer énormément de pièges en étant très très malin, à la fois sur des sujets qui peuvent être complètement d'actualité, en tout cas des sujets un petit peu délicats en ce moment, comme une histoire d'amour entre une jeune élève de 17 ans et sa professeure qui est plus âgée, et en même temps qui passe complètement à côté, mais de manière forte et puissante de cet éveil queer, on va dire, comme il l'appelle dans le film. Et justement, on parle pas du tout de ça, et c'est même les parents qui apposent en fait cette expérience à cette jeune fille qui, elle, comprend pas du tout ce qui se passe. Ouais. Exactement. Elle dit, à un moment, elle dit dans le film, je suis queer parce que je tombe amoureuse de ma professeure. Elle comprend pas pourquoi on lui appose ce truc-là. Et voilà, moi je trouve que c'est un film qui a énormément de qualité. J'aurais peut-être le temps d'y revenir, mais voilà, moi c'est un film qui m'a énormément plu et auquel je m'attendais pas du tout. Valentin, est-ce que tu partages l'enthousiasme d'Allemand ? Oui. Ouais, plutôt. Ouais. Vous hochez tous de la tête, c'est bien. Ouais, je pense qu'on est raccord sur ce qu'on a pensé du film. Enfin, moi, je trouve que effectivement, j'avais pas une ambition ou une envie folle de le voir non plus. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc un peu aride, un peu dur à regarder. Et c'est un peu au début le parti pris parce qu'effectivement, c'est vraiment une histoire d'amour où elle va lire ses notes, et donc il va y avoir la voix off omniprésente, et on va raconter. Donc c'est très c'est très intense en termes de narration, très classique, très verbeux, et en fait le film déplie plein de choses en fait au fur et à mesure, et je trouve qu'il est très intelligent. C'est-à-dire que il déjoue ce truc-là parce que effectivement c'est pas linéaire, donc on fait des allers-retours dans le futur, dans le passé, etc. Il choisit de montrer parfois les situations et parfois de les raconter par le biais de la narratrice, donc c'est hyper malin parce que là encore on peut se projeter, en tant que spectateur c'est vachement fécond. Et puis il y a le côté aussi je trouve c'est effectivement pas un film à thèse, c'est-à-dire qu'il s'en tient à son pitch qui est une jeune fille de 17 ans tombe amoureuse de sa professeure, et tous les enjeux qui sont afférents vont être traités à l'échelle de la situation. C'est-à-dire que ça va être des dialogues qui vont venir expliquer les enjeux et déplier les enjeux comme ça, un peu comme des floraisons petit à petit au fur et à mesure du film. Donc il y a effectivement la discussion sur l'ambiguïté quand même d'une gamine de 17 ans qui est peut-être un peu draguée, qui est peut-être sous emprise. En fait, c'est traité en fait dans une scène qui est hyper bien dialogué entre la mère de la jeune fille et la professeure à toute fin du film. De la même manière, il y a 3 générations de femmes, donc en fait, il adresse aussi la question de comment est-ce que ce récit-là peut être perçu dans différentes générations, la grand-mère étant une militante féministe, la mère étant du coup d'une génération perdue, comme il est dit dans le film, mais qui a un peu connu Génération perdue parce qu'elle a aimé Flashdance. Voilà, ouais, exactement, c'est ça. Mais vraiment l'opposition entre la 68arde et sa fille, quoi, c'est intéressant. Et c'est le positionnement de la mère dans La Boum. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un truc comme ça où il y a aussi 3 générations de femmes, et là, Rita à la ref. Mais ouais, l'idée, je veux bien vous croire. L'idée, c'est ça, et du coup, il y a ce truc qui se déplie au fur et à mesure. Je trouve que c'est assez smart parce qu'en fait, du coup, il raconte plein de choses sur son sujet, mais il va jamais en faire une thèse ou en faire une exposition. Et je trouve que même en termes de mise en scène, il y a des moments qui sont très très chouettes. J'étais très surpris quand même par la volonté de faire de la belle séquence aussi par moment, de choisir ses cadres de manière assez habile dans les moments dialogués. Et la musique aussi qui était super cool tout le long. Et en fait, je me suis surpris à me dire, ok, ça c'est vraiment une séquence qui m'entraîne et me procure des émotions aussi, juste d'un point de vue sensitif, quoi, sans toucher à mon intellect. Donc en fait, là encore, ça déjoue un peu ce que j'avais pensé au départ en y allant. Oui, en fait, c'est un film qui est très beau par ailleurs, à la fois visuellement, et tu l'as expliqué aussi, la musique est vraiment très bien composée, très bien trouvée en fait dans les moments où elle est intégrée en fait dans le film. Et c'est un film aussi, je pense qu'on l'a pas assez dit, qui joue quand même beaucoup sur cette ambivalence entre ce qui s'est passé
passer réellement et la fiction, et justement qu'est-ce qu'il est possible de faire dire à la fiction, ce qui n'est pas possible de se passer dans la réalité. Sauf que, comme l'a dit très bien Valentin, vu que c'est pas un film à thèse, ça rend pas le tout complètement plombant et complètement lourd en fait à digérer. Il y a vraiment même pas une réflexion, mais vraiment on voit une confrontation de points de vue et une confrontation de discours entre le réel, entre la fiction, entre ce qu'il est possible de dire, ce qu'il est possible de montrer et ce qui ne l'est pas, qui est vraiment très intéressant. Et par moments, il ajoute vraiment des images qui sont assez troublantes parce qu'elles n'appartiennent ni au régime du monologue, ni au régime des faits ou du dialogue, qui ne valent juste parce que la caméra était là et qui filment quelque chose en plus ou quelque chose en moins qu'on n'aurait pas vu. Et c'est vraiment toute la finesse et l'intelligence de ce réalisateur d'utiliser le cinéma et d'utiliser sa caméra pour déjouer un petit peu son propre récit, son propre discours. Donc c'est vraiment un film qui est très malin et à la fois devant lequel on passe un très très bon moment. Donc je vous encourage moi à aller voir ce premier volet de la trilogie. J'espère que les deux autres seront comme ça. Alors aussi. justement, c'est peut-être la question que j'allais poser. Les deux autres volets, est-ce qu'on sait un peu ce que ce sera? Est-ce que c'est la suite de l'histoire de ce personnage? On sait pas. Alors c'est anthologique, je crois. Ouais. C'est anthologique. Ce que j'ai compris, oui, c'est pas du tout la suite. Le prochain sort la semaine prochaine. Je crois que c'est Désir. Je crois ou Amour. C'est Amour le deuxième et Désir le troisième. Le Le premier, c'était Rêve. Même si ça parle de désir et d'amour, donc j'imagine que les trois vont être... Oui, mais après ça pourrait être intéressant probablement à la rentrée, dans une capsule d'été, de faire un point sur cette trilogie d'Oslo quand on aura vu les 3 volets. Merci beaucoup. On va passer au deuxième film de la soirée, c'est Warfare de Raymond Dosa et Alex Garland, co-réalisation. How's it going? Going well. Donc Warfare suit en temps réel un peloton de SEAL en mission en Irak en 2006. Peut-être qu'on va resituer qu'Alex Garland, c'est le réalisateur notamment récemment de Civil War, et que Raymond Dosa en fait l'avait aidé visiblement au scénario sur Civil War, et cette fois-ci c'est une co-réalisation. Raymond Dosa qui est lui un militaire, ancien militaire, et il y a un des personnages d'ailleurs du film qui s'appelle Ray, qui est inspiré de lui, Valentin, qui joue littéralement le rôle de Raymond Dosa. Oui, qui joue le rôle de Raymond Dosa, puisque c'est son histoire réelle qui est relatée de cette intervention, de cet assaut en 2006. Finalement, il faut pas en dire tellement plus que ça, je crois, Valentin, que le fait que c'est du temps réel et. Je pense c'est ça. On peut en dire, on peut un peu déplier le film, mais ça, je pense que ça épuisera pas ses qualités parce qu'en soi, il y a pas de surprise vraiment. C'est un peu le côté étrange de la chose, c'est-à-dire que quand on connaît l'anecdote, en fait, l'anecdote, elle se résume assez rapidement. C'est les États-Unis essayent d'attaquer après la chute de Fallujah en Irak, essayent du coup d'attaquer ce qui reste d'Al-Qaïda à l'époque. Donc ils sont embourbés dans des bourgades où ils savent pas qui combat pas. Ils essaient d'avancer un peu littéralement en terrain miné. Et là du coup à Ramadi, donc dans cette ville, ils vont se faire, il va y avoir une contre-insurrection et donc ils vont se retrouver, eux qui menaient l'assaut au tout début du film, vont se retrouver à être assiégés en fait, littéralement dans une position qu'ils avaient pris dans une maison. Donc ils prennent en otage la famille au passage, et ils sont coincés dans cette baraque à devoir essayer de partir sans savoir exactement ce qui va se passer. Et en fait, une fois que tu as dit ça, tu as épuisé le film parce qu'en fait, ça va vraiment raconter ça. En fait, je trouve ça intéressant. Il y a 3 trucs que je trouve vraiment intéressants. C'est le côté temps réel de la chose qui fait que c'est extrêmement nerveux parce qu'on a beau connaître l'issue, on est vraiment minute par minute là-dedans, et tu as une reconstitution qui est quand même vraiment, je pense au cordeau, je pense qu'il y a des archives radio aussi qui ont été ajoutées. Enfin, tu as beaucoup d'images de drones sur les déplacements, les caméras thermiques de l'époque. Enfin, il y a quelque chose vraiment de vidéoludique, on en a déjà parlé plein de fois ici, mais cette question de voir le champ de bataille et d'y assister, c'est quand même un truc qui est omniprésent même dans le film. Et je trouve que c'est un film qui est extrêmement angoissant parce qu'il y a la violence graphique qui est extrême, genre vraiment c'est assez rarement aussi lourd. Et puis cette espèce d'attente aussi. Et c'est ça, quand même, l'attente, et qui est soulignée par vraiment des moyens de mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a la quantité de silence dans le film, des silences assourdis, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de musique. Il n'y a aucune musique dans le film. Aucune musique, c'est du bruit, et du bruit assourdissant ou du silence. Et ces silences-là, ils sont super pesants, c'est-à-dire que c'est hallucinant. Et donc du coup, t'as dans un film qui est extrêmement violent, qui est un film dossier, tu sais pas trop. Et je trouve que là où le film est un peu un repli, et c'est intéressant de le mettre dans la carrière d'Alex Garland, qui est quand même souvent, du coup, depuis Civil War, notamment pris dans des débats un peu de est-ce que oui ou non, c'est un peu un militaro facho du coin, quoi. Et là, c'est un peu un positionnement étrange parce que cette opération, elle a foiré concrètement. C'est un drame absolu ce qui se passe, et il y a aucun moment où il y a une quelconque ferveur. Enfin, on voit les tanks américains se faire démonter, donc l'un dans l'autre on se rend bien compte que l'impérialisme a un peu mal vécu. Et en même temps,
Et ben, il finit son film. La fin du film. En te mettant au générique les personnages les acteurs et les personnages de base qui se saluent, qui se congratulent. T'es en mode, en fait, que me raconte ce générique exactement? Avec notamment des personnages qui ont amputé, enfin. Voilà, exactement. Oui. Et certes. Juste une question, pardon, mais les civils dont tu parlais au début, ils sont dans le film après? On les retrouve, à la fin. Oui, oui, en fait, on les voit un tout petit peu au début, un tout petit peu à la fin, mais c'est pas un sujet du film. C'est pas un enjeu narratif pour le coup. Ils sont vraiment en train de brailler dans un coin. Même s'il y a quand même ce truc-là où on les voit arriver littéralement chez l'habitant au début et à la fin récupérer leur maison. Là où t'as raison, c'est que la représentation du coup des Irakiens, à tort ou à raison, c'est vraiment, c'est un peu sur une même ligne. Voilà. Peut-être je vais d'abord te donner la parole à Laurent, mais moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une envie en tout cas que le contexte existe le moins possible et qui est vraiment quelque chose d'extrêmement désincarné de ce niveau-là à plat. Et ben c'est marrant parce que moi je pense l'exact inverse. Je pense qu'en fait le film a des velléités assez expérimentales dans le fond, mais au sens il veut te faire vivre l'expérience de ce que c'est que d'être un soldat américain à ce moment-là, avec ce que ça a de défauts, dans le sens où tu vas genre en tant que soldat, qu'est-ce que tu sais pas faire, qu'est-ce que tu comprends pas, comment tu te positionnes en fait par rapport à ce qui se passe. Et moi en fait ce que je vois du film et ce que je comprends d'intéressant du film, c'est que justement, ça montre à quel le côté totalement inutile en fait de tout ça et le niveau d'amateurisme complet de ces mecs. Ah oui, ça, complètement. Ça on est d'accord. C'est des gamins en fait, qui sont des gamins qui sont paumés, qui savent pas ce qu'ils font, qui prennent globalement que des décisions un peu débiles. Il y a un truc qui franchement est assez dur et montre en fait à quel point genre leur passage, qui a été strictement inutile, à part, en fait, foutre la merde chez des gens chez qui ils sont passés avant de repartir. Il y a un truc que je trouve assez intéressant derrière ça. Maintenant, moi j'ai été un peu déçu par le film parce qu'en fait, il est à mon avis trop léger. C'est-à-dire que à la fois dans son côté immersion, il est plutôt réussi, mais c'est pas forcément ce que j'ai trouvé de mieux moi en termes de cinéma de guerre. Je pense notamment à un film. Ça m'énerve parce que Jared. Alors non, Jared pour le coup, moi j'ai plutôt pensé à Jared de Sam Mendes pour parler de l'inutilité, de l'absurdité en fait de la guerre, où je trouve que le film de Sam Mendes est beaucoup plus fort parce que l'histoire qu'elle raconte en fait est encore plus absurde parce que c'est l'histoire de militaires qu'on envoie pendant la première guerre d'Irak en 91 et qui n'ont pas tiré une seule balle en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont servi strictement à rien, c'est-à-dire qu'on les envoie faire la guerre alors qu'ils ne la font même pas, ce que je trouve assez fou. Et je trouve que c'est beaucoup mieux réussi aussi parce qu'on te crée des personnages, on te construit des situations. Il y a quelque chose de moins viscéral, mais de plus, en fait, on va essayer de te raconter une histoire de plus narratif, en fait, de mieux réussi. Je trouve aussi même qu'en termes d'immersion, il y a, en fait, j'arrive pas à me retrouver le nom de ce film, mais ça m'énerve, ce film avec ce sniper. Americans. Non, vous avez pas. American attends, parce que moi j'ai pensé à la chute du Faucon Noir, mais c'est pas ça non plus. Ce film avec un sniper qui est solo contre un autre sniper et qui. Mais oui, bien sûr, je vois ce que c'est. Où il est planqué derrière un mur. Mais il y a ça aussi dans Civil War de Alex Garland justement. Il y a une situation comme ça qui est la scène la plus réussie dans Civil War, mais il y a un film complet qui est fait là-dessus qui d'ailleurs. C'est Stalingrad auquel tu penses? Non. Mais parce que moi je sais que c'est pas Stalingrad auquel je pense. On n'est pas encore au moment du jeu. Enfin bref, et donc c'est. Mais je crois que je vois de quoi tu parles en fait. Ça m'énerve. Mais moi aussi je vois, je sais plus le titre. On le mettra dans la bio du podcast. Là où je veux en venir, c'est que je trouve que le projet du film d'essayer de faire vraiment de l'immersion, d'essayer de montrer l'absurdité de la guerre, en fait je l'ai vu un peu mieux ailleurs, et que je trouve que dans l'absolu ça, c'est un peu une tentative. Qui se touchote un peu, quoi, qui veut faire un truc un peu expérimental pour se montrer. Et en fait, c'est un peu un truc de prouveur, alors que dans le fond, il y a des qualités, c'est très bien réalisé. Je trouve que tout le propos, en fait, justement, en creux de cette histoire-là, de ces gens, en fait, qui restent à la fin et qui se sont fait ravager leur maison gratos, est assez malin parce qu'il le fait de manière assez subtile. Je suis assez d'accord avec toi, par contre, Valentin, sur cette espèce de générique qui est un peu discutable et qui, moi, j'y verrais pas trop non plus une apologie. Je pense que j'y vois. Moi, je pense que c'est le côté, c'est une histoire vraie et t'as vu. Et je pense que c'est ça, mais c'est très maladroit et je suis d'accord que j'étais pas ravie de voir ça à la fin du film. C'est étonnant. Mais c'est très étonnant. Voilà, c'est un film qui aurait mérité une sortie au cinéma, en tout cas, déjà. Notamment parce que c'est
extrêmement immersif et que du coup il y a quand même un truc dans la mise en scène, etc., et dans l'atmosphère qui du film. C'est hyper dommage de voir ça sur un petit écran quand même. C'est une copro A24 Amazon MGM. Il est sorti en salle aux États-Unis. Voilà, mais comme tous les films A24, il est sorti pendant 10 minutes en salle en fait. C'est sa boîte de distribution. On en parle souvent en comparaison à Néon et tout. Non, parce que Néon fait des vrais programmes pour sortir leurs films au moins à New York et LA. A24, ils sont de plus en plus dans une logique d'expansion en fait, où ils font des partenariats avec des plateformes et ils sortent leurs films majoritairement en ligne, quoi. Bah là, écoute, c'est extrêmement dommage. C'est dommage. Moi, je l'ai vu dans les bonnes conditions, du coup, et je pense que si vous indiquez aux gens de le faire, c'est essayer de se couper un peu, se mettre un peu dans la sécurité, essayer de jouer la carte de l'immersion, parce qu'effectivement, franchement, je trouve que sur le côté immersif de la chose, encore une fois, j'ai rarement vu ça. C'est insoutenable. C'est insoutenable, mais c'est-à-dire que. Encore une fois, je suis pas tant d'accord que ça. Moi, parce que tu l'as peut-être regardé. Non, mais il y a peut-être un contexte en vrai. C'est pas impossible pour le. Je sais pas. Moi, je l'ai regardé sur mon ordinateur de jour et j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai trouvé le côté immersif assez insoutenable, mais dans le bon sens du terme. J'avais vraiment l'impression d'être avec eux sur le terrain, et c'est assez rare quand même de vivre ça de cette manière-là. Donc, moi, je pensais à un film qui s'appelle The Wall avec Aaron Taylor-Johnson, et que je trouve en termes de, c'est Doug Liman, ça, ou je dis une bêtise? Je sais plus. Tiens. Je vais te dire ça. Mais en tout cas, en termes d'immersion, il est plutôt plus réussi. Bref, mais c'est un film qui a un intérêt, c'est un film qui aurait dû sortir en salle, et je trouve ça dommage qu'en effet, il y ait eu un choix de la part du distributeur de s'en foutre et de balancer ça sur Instagram, sur Instagram, n'importe quoi, sur Amazon, comme des gros porcs. Et c'est bien Doug Liman. Et ça me dérange un peu. Maintenant, bon, ça reste quand même un petit Alex Garland. Alors, il est pas tout seul, mais moi, je suis pas d'accord. C'est un petit Alex Garland, je suis pas d'accord. Je pense que si ça a une vraie sortie en salle, que ça a une vraie promotion, que c'est pas balancé à la ZOP comme ça sur les réseaux, ça peut en vrai vraiment fonctionner. Unpopular opinion, moi je crois que j'ai préféré ça à Civil War. Voilà, bonne soirée. Ouais, non, là, ils ont fait une promo aux États-Unis pendant à peu près 10 minutes et ils se sont arrêtés parce qu'ils ont eu un backlash de fou. Parce qu'en fait, le principe de la promo, c'était, bon, pour les avertis, ce qu'on appelle le White Boy of the Month. C'est genre le petit mec blanc du mois. C'est bizarre à le dire en français, mais tous les mois aux États-Unis, globalement, il y a un mec qui devient la coqueluche de tout le monde. Le premier originel, c'était Timothée Chalamet en 2017. En fait, faut l'imaginer comme ça. Et là, dans ce film, le casting, c'est un concentré des White Boy of the Month de ces dernières années. C'est un vrai choix, je pense. Sauf que le personnage principal n'est pas un White Boy of the Month du tout. Non, mais il peut ne pas être blanc. C'est quasiment que des Anglais. C'est philosophique. Ouais. Mais ils sont pas américains forcément. Je vous expliquerai plus tard le contexte. Mais les personnes qui comprennent ce que je dis comprennent. Pour moi, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont utilisé ça comme campagne. Ils ont publié des photos en mode cute, en mode haha team et tout, un peu comme la promo de Top Gun Maverick. Tout ça. Mais je pense que c'est. En vrai, je trouve que c'est un peu maladroit, mais dans la dynamique du film où clairement ils sont présentés comme des jeunes premiers à qui on va faire exploser les jambes au milieu du film. Enfin, littéralement. En fait, ça fait sens. Moi, ce truc de salir la personnalité ou l'image, tu vois, de Kid Connor ou de Noah Centineo, de ces gamins-là. De Will Poulter. Will Poulter, il a toujours été un peu chelou, mais en vrai, je comprends l'esprit derrière. Et encore une fois, il y a des choix qui sont intéressants, comme sur Civil War, c'était intéressant sur certains éléments de casting. Enfin, je trouve que c'est pas du tout un petit Garland. En fait, je pense que c'est un film qui a été un peu bazardé. C'est dommage parce que il y a quand même un vrai potentiel de mise en scène qui est quand même intéressant, quoi. Ouais, mais je pense qu'on Rita nous montre des images qu'on peut avoir. Oui, c'est chaud. Band, ouais. Ok, ça fait un peu boys band, mais effectivement, je trouve ça assez logique dans la logique de ce que raconte le film. Mais bon, on n'est pas d'accord sur ce Warfare que vous pouvez donc découvrir sur Prime Video. Et on va tout de suite parler de The Materialist de Céline Song qui ouvrira notre focus. Hey, are you single? I'm a matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody. Donc dans The Materialist, Dakota Johnson est une jeune et ambitieuse matchmaker new-yorkaise qui se retrouve dans un triangle amoureux avec, on va peut-être quand même le dire, avec Pedro Pascal et Chris Evans. Mon rêve. Ton rêve, mais malheureusement t'as pas pu le voir parce qu'il n'y avait pas d'avant-première, Rita. Merci Sony. Voilà, c'est donc Laurent qui est allé voir The Materialist. Alors, trigger warning déjà, c'est l'avis de Laurent sur un film qui est pas du tout un film Laurent. Non, bref, vous détrompez-vous. Laurent, il adore les comédies romantiques, mais je crois que c'en est pas vraiment une. Je suis plus éclectique que vous l'imaginez. En fait, je trouve que c'est. Moi, je crois que j'avais jamais vu de film de Céline Song, donc je débarque un peu. Il y en a qu'un seul, c'était Past Lives. Bon, d'accord, je connaissais pas, je débarque un peu là-dessus, et c'est. En fait, c'est un film qui est assez étrange parce que c'est une comédie romantique, pour le coup, qui est construite comme une comédie romantique de triangle amoureux. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas trop envie de spoiler, mais en fait, dans ses choix et dans sa construction, c'est une comédie romantique assez classique. Mais sauf qu'en fait, il cherche à prendre
ces thèmes de comédie romantique et de les voir à travers un prisme très particulier et à mon avis très américain qu'on a un peu moins chez nous, qui est un prisme très économique. Et je dis pas économique au sens seulement financier. Je parle économique dans le sens on va prendre une métrique pour mesurer les gens et donc savoir si oui ou non tu es à quel niveau par rapport à telle ou telle personne et donc dans un jeu et dans une construction autour de ça. Jane Austen un peu. Alors non, parce que Jane Austen, en fait je vois un peu où tu veux en venir. Mais américain. Non, en fait, je vois un peu où tu veux, mais juste récent. C'est-à-dire que je vois un peu où tu veux en venir, mais Jane Austen, c'est tellement ancré dans des mécanismes, tu vois, genre de structure de société ancienne où le mariage, en fait, l'amour n'a pas grand-chose à voir là-dedans, et donc on est dans un système qui est très différent. Là, en fait, justement, ce qu'il essaye d'apporter, c'est de parler, en fait, de comment cette espèce de marché de l'amour pose des problèmes colossaux. Et comment en fait on peut éventuellement les régler et qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire dans les relations amoureuses. Je trouve que le projet est hyper ambitieux et que ça donne des vrais moments réussis et très profonds. Et du coup, c'est un truc assez surprenant parce que je pense que c'est la comédie romantique la plus intello et la plus smart que j'ai jamais vue. Ce qui, de ce point de vue-là, la rend assez intéressante. Après, le problème, c'est que je trouve qu'il y a des défauts en fait dans la. En fait, il y a un peu des défauts bizarres comment dire, texture. Non, mais c'est en fait, il y a des façons de faire qui marchent pas. C'est-à-dire que il y a des dialogues, par exemple, qui fonctionnent pas du tout. On a un peu l'impression qu'ils les annonnent et qu'ils se les balancent comme ça les uns aux autres parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de construction du dialogue. Il y a je pense soit un problème de montage, soit un problème de direction d'acteur, mais il y a des trucs qui marchent pas. C'est un problème de dialogue en fait, qui fonctionne pas bien. Ou c'est un problème de dialogue, mais c'est-à-dire que t'as vraiment des moments où t'as les personnages qui se disent des trucs et avant d'avoir la réponse, ils se regardent dans le blanc des yeux pendant 2 secondes, quoi. Comme si en fait ils avaient, comme s'il y avait un petit problème de montage ou de trucs, ou comme si en fait on avait balancé la punchline et qu'on s'était arrêté là. Il y a des choix comme ça en termes de mise en scène qui sont bizarres et des choix en termes de construction qui sont un peu discutable parce qu'il y a vraiment des moments où c'est des monologues un peu lourds où on va avoir des gens qui vont exposer de manière très claire ce qu'ils pensent parce que en fait on est aussi dans un film américain et que les Américains ils ont un peu de mal à faire autre chose que de penser que le public sont des abrutis et donc du coup ils sont obligés de leur expliquer des trucs. C'est assez du coup ça donne un truc assez curieux parce que dans le fond en fait le film est assez intelligent et même s'il arrive à une conclusion que je trouve un peu discutable et je trouve un peu dommage, il aurait dû être un peu plus audacieux dans son approche. Ça reste un film quand même avec pas mal de défauts de narration, d'écriture, qui fait que c'est un objet un peu bizarre et pas très maîtrisé, ce qui est dommage parce qu'il y avait un sujet, il y avait une ambition et il y avait un truc qui aurait pu vraiment marcher. Donc moi je trouve que bon, on passe un peu à côté. Après les acteurs sont super, le triangle amoureux il marche vraiment plutôt bien, les dilemmes et les enjeux ils sont intelligents, ils sont plutôt bien pensés. Voilà, ça reste, je pense que c'est pas un film dont on parlera dans 10 ans, quoi. Je pense qu'on s'en fout. On aura peut-être un petit recap quand Rita tu l'auras vu toi aussi, puisque c'est quand même un film qui est écrit pour toi. Complètement. Je voulais juste demander, Laurent, parce que c'est la vraie question de ce film, est-ce que Chris Evans joue bien ? Moi, je trouve. Mais moi, j'aime bien. Il y a une réponse simple. Moi, je suis pas un. Je sais, c'est pour Yuri que je fais ça en fait, parce qu'il est pas là, donc on peut parler mal de lui. Il aime pas Chris Evans. Il est persuadé que c'est pas une star, alors que Chris Evans, pour moi, c'est une des stars les plus bankable au cinéma hollywoodien. Alors oui, mais c'est 2 choses différentes. Il peut être bankable et mauvais acteur. Non, mais Yuri, il pense les deux. Il pense que c'est pas une star et qu'il joue mal. Moi, je le trouve trop lisse. Moi, je hate pas beaucoup sur les acteurs, donc d'une manière générale, mais moins que d'autres. Je love pas non plus particulièrement. Alors qu'on a retrouvé notre héros Cosmo Jarvis dans Warfare, qu'on avait détesté dans Shogun. Il y en a quelques-uns qui sont nuls. Et là, on s'est dit, c'est quand même génial, en fait, quand il joue un mec bête, ça marche. Il joue un abruti pas, donc on peut pas, tu vois, on peut parler. Très bien. Tu disais que c'était un des meilleurs films faits sur les triangles amoureux, ça tombe bien. Non, j'ai pas dit ça. Je dis que c'était un des films les plus intelligents faits sur ce sujet, mais bon, c'est pas forcément un des meilleurs. Non. C'est autre chose. Alors oui, mais j'ai pas dit que le film était bien. J'ai dit que c'était un des meilleurs films faits sur les triangles amoureux. Merci d'écouter ma phrase en entier. Et ça nous permet d'ouvrir le focus sur les triangles amoureux au cinéma. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Et ce soir, Maître Laurent et Docteur Laurent, puisque c'est toi qui reviens sur... Parce que je deviens médecin aussi. Toi aussi.
Sur l'histoire des triangles amoureux, est-ce que ça existe depuis le début du cinéma ? J'aurais tendance à dire oui, parce que ça existait déjà dans les romans. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, on va définir ce que c'est qu'un triangle amoureux, parce que c'est assez important, relativement. Non, t'as raison, il faut toujours définir les termes. On parle de triangle amoureux, on parle dans une situation dans laquelle, tout simplement, une personne A est amoureuse d'une personne B, qui est elle-même amoureuse d'une personne C. Voilà, en général, c'est une situation dans laquelle ça fonctionne comme ça. Mais on peut avoir B et C qui aiment A, non ? Voilà, on peut avoir B et C qui aiment A, mais voilà, c'est quand trois personnages. Aussi. C'est quand trois personnages. Et bien justement, non. C'est quand trois personnages, il y a des situations amoureuses avec des gens qui s'aiment et d'autres qui ne s'aiment pas. Et c'est à ne pas confondre justement avec le ménage à trois ou le trouble, qui est un terme qui est aujourd'hui consacré, qui est une situation dans laquelle on parle de relations amoureuses entre trois personnes où tout le monde s'aime. On va totalement mélanger. On va totalement mélanger, Laurent. Hein. On va totalement mélanger. Et ben, c'est techniquement pas complètement un triangle amoureux. Enfin, en tout cas, c'est une sorte de sous-genre de triangle amoureux. En fait, techniquement, le problème, c'est que là, tu parles de pyramide. Nous, on parle de triangle. Et c'est tout le sujet, je pense. Les deux marchent, hein, parce que les deux marchent totalement. Mais un triangle, tout est censé se toucher. Une pyramide. Oui, mais je pense pas que. Enfin, j'ai pas vu le film, mais je pense pas que Pedro Pascal roule une pelle à Chris Evans dans le film. Sujet pour oui, voilà, d'accord. Et je pense qu'on va pas discuter longtemps de géométrie parce que ça n'intéressera pas grand monde. Comme tu l'as dit, en fait, c'est une situation dramatique qui est très classique. En fait, on la retrouve dans la littérature depuis la nuit des temps. Il y en a même un exemple dans l'épopée de Gilgamesh, qui est quand même un truc qui date de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ce qui est vraiment pratique avec l'épopée de Gilgamesh, en fait, c'est que dès qu'on cherche quelque chose, tu te rends compte que ça a déjà été fait dans l'épopée de Gilgamesh. Ça va être le meilleur truc clippé par Émile. Ce qui est pratique avec l'épopée de Gilgamesh. Oui, c'est ça, c'est pratique. Dès que tu cherches un truc, tu vérifies que c'est dans l'épopée de Gilgamesh et globalement, c'est déjà dedans. Il y a du triangle amoureux un peu partout. On peut parler des Mille et une nuits, Tristan et Iseult, l'amour courtois moyenâgeux, Roméo et Juliette ou La nuit des rois, par exemple, de Shakespeare. Pareil, très classique, triangle amoureux. Et au cinéma, en fait, le premier film que moi j'ai pu trouver, c'est un film de D.W. Griffiths de 1911 qui s'appelle The Lawndale Operator, film muet et voilà, qui raconte une histoire de triangle amoureux dont j'ai oublié les détails, mais on l'a vu, en fait, c'est un film qui est assez classique dans la littérature, et à l'époque le cinéma s'en est emparé assez rapidement dès le début. J'en ai même trouvé en France, mais étrangement ça arrive un peu plus tard. Le premier vrai triangle amoureux du cinéma français, de ce que j'ai pu trouver, c'est un film qui s'appelle Les Deux Timides de René Clair en 1928, film muet aussi, et même si on voit qu'en France ça devient un thème qui est assez classique, il y en a chez pas mal de réalisateurs. On peut parler de Marcel Pagnol, Jean Renoir, Marcel Carnet, évidemment Jules et Jim de Truffaut. C'est vraiment une figure particulièrement majeure dans le cinéma américain, et en fait, parmi les plus grands succès du cinéma américain, on trouve notamment des situations de triangle amoureux. On peut citer Autant en emporte le vent en 1939, qui était un carton absolu à l'époque. C'est un triangle amoureux. Dr Zhivago, 1965 aussi, et puis plus récemment Titanic, triangle amoureux très classique, qui a fait un giga carton à l'époque. Alors maintenant, ça a été un peu détrôné par les Avatar et par quelques marveleries, malheureusement, mais voilà, c'était en tout cas des gigantesques cartons à l'époque. Et en fait, et même à Hollywood, c'est un thème qui est très récurrent, qu'on trouve beaucoup dans les films de young adultes. Les Twilight, les Hunger Games, etc. Et même dans des films de plus grands spectacles auxquels on s'attend pas forcément à les trouver. Par exemple, dans Dune 2, il y a un triangle amoureux. Alors qui est pas vraiment mis en avant, qui est pas le truc le plus important, mais il y a un triangle amoureux. Et à la télé, c'est pareil, hein, c'est un peu la base des séries adolescentes, c'est un peu pareil la base des sitcoms et des soaps. Mais tu vois, on en voit. Vampire Diaries. On en voit tout le temps dans How I Met Your Mother, on en voit dans Euphoria, on en voit même dans Doctor House, dans toutes les séries, on en a partout. Et en fait, la quantité de films et de séries que ça implique est tellement élevée que ça n'a pas vraiment de sens, en fait, d'essayer d'en faire une liste ou d'essayer d'en faire un truc un peu exhaustif. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a vraiment de toutes sortes. Il y en a qui sont plutôt des trucs comiques, il y en a qui sont plutôt des histoires tragiques, il y en a qui sont des situations assez légères, d'autres dans des situations beaucoup plus dark. Et en fait, on voit que ça revient un peu, cette histoire de triangle amoureux un peu dark, parce que tu as beaucoup de succès autour de la dark romance et sous ces thèmes, en fait, de prédilection enfin, c'est un des thèmes de prédilection de la dark romance, qui est un truc qui infuse un peu de plus en plus partout. Je pensais notamment à Euphoria, où on voit le côté un peu dark de tout ça. C'est en fait à la fois très populaire et tellement commun que même, tu vois, on peut ne pas le remarquer. Tu vois, typiquement dans Dune 2, moi j'avoue, j'avais pas pensé qu'il y avait du triangle amoureux, alors qu'en fait, il y en a un, quoi. Alors que c'est le deuxième film dans lequel Timothée Chalamet se retrouve avec Florence Pugh. Un triangle amoureux. Oui, un triangle amoureux avec elle, mais où elle n'est pas son premier choix. Ouais. Parce qu'il y avait déjà Little Women de Dr March. Les 4 filles de Dr March, ouais, exactement. Alors effectivement, Laurent l'a dit, il y a trop de pléthore. Il y a pléthore de films avec des triangles amoureux. Néanmoins, Alban, il y a quand même des schémas
et des thèmes qui se répètent un petit peu. Ouais, en fait, Laurent, tu l'as dit, il y a plusieurs genres qui traitent le triangle amoureux. Il y a la comédie, il y a le drame, il y a énormément de genres aussi dans l'histoire du cinéma qu'on voit moins maintenant, dont le triangle amoureux a été le thème principal, notamment la screwball comédie, et j'y reviendrai un petit peu après. Et en fait, les récits en fait qu'ils mettent en scène vont différer quand même en fonction des genres et en fonction des époques. Par exemple, le triangle amoureux, t'en as pas parlé, qui a été mis en scène par Lubitsch en 1933 dans Serenada 3, ne dit pas la même chose et n'est pas en prise avec les mêmes codes moraux et sociaux que celui du lauréat de Mike Nichol en 1967, ou même de Two Lovers de James Gray en 2004 ou 2008. Non, plutôt 2008 ou 2008 plutôt, ouais. En je l'ai vu au fait, cinéma, donc ce qui est important en fait, plutôt d'essayer de les différencier, ce qui les rassemble, c'est effectivement qu'il y a un conflit, une opposition, en tout cas l'idée que un choix doit s'imposer dans ce triangle amoureux-là. C'est-à-dire que lorsque un individu A, pour reprendre l'exemple de Laurent, est entouré de l'individu B et de l'individu C, en général, dans les films, surtout américains et dans les films hollywoodiens, un choix s'impose, et le choix, il oppose à la fois un désir qui existe par le fait qu'il en manque en fait dans une première situation, et à la fois ce désir-là va être synonyme, si on franchit cette étape-là, de trahir une certaine vertu, un certain code moral, des certains codes sociaux, et c'est pour ça aussi que le genre du triangle amoureux est aussi présent en fait dans le cinéma. Par ailleurs, je voulais parler aussi d'un autre film, pour citer juste Casablanca, où parfois le conflit, ou en tout cas le désir, ou cette opposition va rentrer en conflit avec une situation, un contexte politique international. Là, on parle de la guerre, et ce conflit-là, en fait, qu'il soit interne ou externe, même si ça se recoupe bien souvent en fait dans ces films-là, va aussi dire quelque chose de la société américaine, qu'on préfère être en fait un héros que quelqu'un qui choisit de vivre librement sa vie. En fait, il y a une forme de patriotisme dans une Amérique puritaine assez prononcée dans cette époque-là. En tout cas, c'est des films qui racontent aussi un petit peu ça. Voilà. En tout cas, le désir tel qu'il est mis en scène dans ces films-là est une entrave à la poursuite d'une vie morale, au sens que l'Amérique lui confère à un instant T. Et cette analyse, elle a déjà été menée en creux plusieurs fois par le philosophe Stanley Cavell, notamment on en a parlé ici pour ses ouvrages sur les comédies de remariage, et même si en fait le triangle amoureux n'était pas abordé frontalement, l'idée d'une tierce personne ou d'un personnage hors couple qui va remettre en jeu en fait cette linéarité du couple et de l'amour entre en fait à chaque fois en jeu. Et donc c'est pour ça que le triangle amoureux, il est quasiment omniprésent, parce que c'est aussi un élément qui fait basculer le récit dans quelque chose, dans des questionnements moraux et sociétaux. Je parlais également tout à l'heure de screwball comédie, et effectivement dans les années 30 va y avoir ce genre de comédie qui va s'articuler elle aussi autour d'un triangle amoureux, où la plupart du temps en fait on a une héroïne excentrique, on va dire, qui cherche à prendre possession d'un homme et de l'enlever des griffes de son épouse, parfois castratrice, on va dire. En fait, elle est présentée comme ça dans ces films-là. Je parle notamment des films de Grigory Lacava, ou même des films de Howard Hawks en 1938 avec L'Impossible Monsieur Bébé, dont j'ai oublié le titre en anglais. Ou même des flics de Frank Capra avec l'extravagant Mr. Deeds. Enfin voilà, il y a toute une veine en fait de la comédie qui va faire reposer son ressort comique sur justement l'existence de ce triangle amoureux là. Et ensuite dans le cinéma, là j'ai parlé quand même du cinéma hollywoodien plutôt classique, et dans la comédie romantique qu'on connaît plus aujourd'hui, dans le cinéma hollywoodien ou le cinéma américain plus largement, il va y avoir aussi cette idée de respecter une sorte de norme, de code moral et de code social. Mais je trouve en fait que il va toujours être contrecarré ou envenimé par le fait que la personne d'origine, on va lui trouver un vice ou un défaut, ce qui fait que ça va court-circuiter en fait cette idée de respecter une ligne et de respecter un code, parce que finalement le choix de la liberté est aussi le choix de l'amour et le choix de la raison. Et finalement, une même personne va représenter tous les mêmes codes moraux et sociaux, on va dire défendables. Alors le dilemme va pas être si dur en fait. Voilà, le dilemme ne sera pas dur. Et c'est ce qui est de plus en plus rare de trouver au cinéma, des vrais triangles amoureux où la question se pose vraiment, comme Serenada 3 de Lubitsch par exemple, ou des choses beaucoup plus
où les héros sont beaucoup plus tiraillés en fait. C'est ce qui m'a tellement énervé dans L'amour ouf. Je tiens à dire, j'aime pas le film et je trouve vraiment qu'à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Et je viens de faire la réflexion que Past Lives était déjà un triangle amoureux, donc visiblement c'est un des gros sujets de Céline Song. Mais on repart à notre petit cours de géométrie, Rita, puisque on disait que c'était souvent moins des triangles que finalement. Tu disais des pyramides, mais effectivement, oui. tous les points ne se touchent pas. En fait, le triangle amoureux, justement, parce que le cinéma hollywoodien vient un peu de cette tradition du puritanisme, du fait de code de censure Hayes, qui a officié pendant 3 décennies entre les années 30 et les années 60. En fait, le triangle amoureux, c'est tout de suite vu comme une transgression un peu sexy, un peu risquée. Et vu l'historique de Laurent, effectivement, dans presque tous les films, en vérité, on infuse un peu de triangle amoureux, ou en tout cas, il y a des choix à faire et on va souvent se reporter vers le choix le plus moral. Souvent, c'est une transgression très minime et les personnages sont pas en réel triangle amoureux, ils sont surtout en pyramide. Par ailleurs, c'est souvent dans un contexte très hétérosexuel, entre une femme entre 2 hommes ou un homme entre 2 femmes. Un peu comme les femmes fatales des films noirs, la transgression, c'est vraiment que de l'apparence. En réalité, avant la fin du film, il faut que les personnages fassent des choix concrets et qu'ils se rangent dans la vie conformiste généralement, comme disait Alban, ou alors les conséquences seront tragiques. Les films à Hollywood, qui donc sont très hétéros, comme je le disais, en fait, pour que les triangles deviennent pyramides, la transgression, c'est déjà trop forte à sortir de la monogamie. Oui, je vais garder mes métaphores géométriques. C'est déjà trop fort l'idée de sortir de la monogamie alors de l'hétérosexualité. N'en parlons pas. Ça reste les États-Unis. Et vu qu'on a dit qu'on allait focus sur Hollywood, parce que c'est déjà un sujet si vaste que si on s'amusait à faire le cinéma mondial, on s'en sortirait pas. Mais je voulais parler de 2 points intéressants. Le premier, c'est souvent le fétichisme lesbien, dans le sens où quand c'est un homme quand 2 femmes se disputent un homme, on a souvent un fantasme de les voir se choper. L'exemple principal pour moi, c'est un film qui s'appelle Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, qui est un film où vraiment toute l'attention tient en est-ce que Penelope Cruz et Scarlett Johansson vont se choper. Globalement, enfin, t'aurais pas pu l'inventer autrement. Et il y a Sex Crimes aussi. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais bon. Totalement. Et bien, c'est un film qui aurait pu être très intéressant, je trouve, mais qui se perd à tenter d'organiser une baston dans la boue. Hein. C'est un peu ça le fantasme entre les deux. On peut pas demander, enfin c'est Woody Allen. Complètement, mais j'ai un bon exemple de film de sa part qui est aussi un triangle amoureux, j'y reviendrai. Par ailleurs, dans un film comme Le Lauréat, la subversion en fait de ce film qui à sa sortie a été un vrai scandale, tout ça, c'est l'idée de tenter un triangle amoureux entre un homme qui se bat pour 2 femmes qui se trouvent être mère et fille, ce qui est quand même autrement plus subversif et transgressif déjà, et heureusement pour nous, ils ont pas tenté le fétichisme lesbien entre les deux, sinon là ça aurait vraiment été compliqué. Là le film a fait une sortie de route. Et souvent aussi dans les films où c'est un homme qui est entre 2 femmes, on a un peu la maman et la putain globalement, l'idée que l'une représente une virginité, une beauté, souvent une blondeur en vérité, mais même physique, hein, où l'homme doit aller vers elle parce que c'est ce qu'il a ce qui peut être intéressant pour lui et pour sa santé presque, et l'autre qui souvent va être une brune un peu pétasse, hein, pour le dire très vulgairement. J'allais dire une brune piquante, mais pétasse, disons, osons le terme. Moi, je réapproprie le terme de pétasse. Très bien. Donc, et je pense là à un film que je sais, je vais me faire un peu taper les doigts pour ça, mais Two Lovers, un film. Non, j'y reviendrai. Two Lovers, pour moi, justement, contourne ça. C'était pour la blague. C'était pour la blague. Précisément, ouais. C'était pour la blague, honnêtement. Calmons-nous tout de suite, mais c'est un bon. Calmement, on a bondi. Il a jeté son casque. J'étais sûre. À l'inverse extrême, quand c'est une femme qui se retrouve entre 2 hommes, là on va avoir souvent une compétition masculine vachement homophobe à l'inverse, mais qui se retrouve souvent être homo-érotique et qui en fait de très bons films sans faire exprès. Bien sûr. Parce qu'ils vont tous tenter de se prouver leur masculinité à l'autre, machin. Je pense à Moulin Rouge, qui est un film débile et insensé que j'adore, dans lequel Nicole Kidman en fait va devoir choisir entre un homme qui représente la liberté, la bonté, mais qui est sans argent évidemment, et le diable. Et c'est assez dingue parce que les deux vont se disputer. Donc c'est Ewan McGregor et j'ai oublié le nom d'acteur qui joue le méchant, mais globalement ça devient très homoérotique. De même que dans Twilight, où en fait je ne suis ni team Jacob ni team Edward, mais en fait je suis team tous les 3 et surtout Jacob et Edward ensemble. Dans Casablanca, comme Alban en a parlé, la compétition devient noble parce qu'on a ce grand thème américain derrière de lâcher l'amour pour la grandeur de l'État. C'est un des meilleurs films du monde et c'est clairement un film de propagande, on l'accepte tel qu'il est. Mais voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a Sabrina, Bridget Jones, The Notebook, tous ces films en fait qui mettent une femme au milieu de 2 hommes, souvent qui sont des opposés radicaux l'un de l'autre, et elle doit choisir la plupart du temps entre 2 idéaux, le riche ennuyant ou le pauvre qui fait brûler son cœur, le rationnel qui sait aimer ou le fougueux qui n'est pas émotionnellement ouvert, le frère qu'elle a toujours aimé ou celui qui se révèle au fil des années, etc., etc. In fine, c'est presque entre 2 visions de la vie et de la philosophie que l'héroïne doit choisir plutôt qu'entre 2 hommes. C'est ce que disait Alban. C'est là le jus de tous ces cinémas, une façon pour le film d'exposer une thèse
thèse sur quel chemin de vie est le plus valable, logique, immanquable presque. Et vu qu'on est aux États-Unis, c'est souvent celui qui implique le mariage, le couple monogame, très calme avec des enfants qui arrivent après. Il y a quand même des contre-exemples et des films dont c'est le sujet central, parce qu'effectivement, il faut bien qu'on réduise notre corpus, mais des films qui osent entrer en fait dans la triade, et donc dans le triangle amoureux plutôt que la pyramide. Mais déjà, moi je comprends pas pourquoi la pyramide c'est différent du triangle, mais parce qu'en fait la pyramide, que la pyramide c'est un volume, du coup ils sont 4 en dessous et il y a une personne au-dessus et ça devient n'importe quoi. La pyramide, pour moi il y a un point d'orgue au centre et il y a deux autres points qui se disputent le centre. Un triangle, tu peux le retourner dans tous les sens. Oui, d'accord. Un triangle, tu peux le retourner dans tous les sens et le centre de gravité change. Les 3 points ne se touchent pas, c'est comme tout à l'heure de manière très imagée. D'accord, mais voilà, très bien. Donc, ces films-là, on a très récemment Challengers, et même très récemment on a Challengers, et même là on se mouille pas forcément beaucoup, mais c'est déjà un film hautement sexy et sensuel et qui ose l'idée que les trois sont attirés l'un par l'autre et la compétition vient de là. Il y a une grande partie du cinéma pré-code d'Ernst Lubitsch qui était en fait beaucoup plus libre parce que c'est des films qui datent d'avant le code de censure. Je vous recommande les films de Ernst Lubitsch de manière générale, c'est extrêmement fun et frais et beaucoup plus moderne et contemporain que ce à quoi on s'attendrait. Adult, dont on a parlé il y a quelques semaines, récemment a mis en place dans sa première saison un triangle amoureux très queer, très fun, très inattendu qui se construit au fil des épisodes. Et il y a sinon d'autres films qui rendent l'idée intéressante pour d'autres raisons que simplement le concept d'un triangle plutôt qu'une pyramide. J'aurais parlé de Wicked. Alors oui, je suis sérieuse. C'est une comédie musicale qui a des innuendos très queer et très assumés depuis l'initiation du projet en fait en 2003. Non mais il y a beaucoup de textes là-dessus. Ça m'étonne pas du tout. Voilà, c'est même d'ailleurs assez transparent. En fait. Ouais, complètement. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant parce que c'est un double triangle amoureux en fait, le principe de Wicked. J'aime beaucoup She's Gotta Have It de Spike Lee, qui est un film sur la liberté sexuelle jusqu'au boutiste et surtout sur le fait que c'est un des seuls où le personnage principal féminin ne va pas choisir en fait entre les deux choix qui lui sont proposés. Il y a Match Point du coup, qui est un autre film de Woody Allen, qui là est quand même infiniment plus réussi parce que c'est un film qui parle de la cupidité et de l'aspect odieux et les conséquences réelles en fait. C'est un vrai film Men Are Trash. Je sais pas s'il a compris qu'il avait fait ça, mais en tout cas, c'est un film qui... Oh, non, mais je blague. C'est Woody Allen. Oui. J'allais dire, pour le coup, Match Point me paraît assez évident. Assez limpide dans ce qu'il raconte. Et enfin, Past Lives, du coup, qui pour moi est un très beau film sur le fait de sortir de la compétitivité, en fait, dans le triangle amoureux. C'est un film où les deux hommes se disputent, en fait, ne se disputent pas, justement, cette femme, et qui a presque une idée d'apaisement et de presque communiste, de partage des biens, on va dire. Moi, je voulais juste rajouter un petit film sur cette liste. C'est Immel, on a parlé plusieurs fois ici. C'est le film Passage d'Irazax, où deux hommes qui sont ensemble en couple depuis longtemps, dont un des deux va tomber amoureux de Adèle Exarchopoulos, et va y avoir une sorte de jeu à trois comme ça, super intéressant. Voilà. Je trouve que c'est un très bon exemple pour conclure. Mais je voulais le mentionner aussi, mais il est pas hollywoodien parce qu'après, ish hollywoodien, je pense, parce qu'après il y a plein d'autres films dans les cinémas mondiaux, mais dans tous les cas, c'est un sujet qui est quand même bien riche, je trouve. Oui, c'est paraît-il un sujet très important dans le cinéma indien, dans le cinéma de Bollywood, où vraiment ils travaillent beaucoup avec les triangles amoureux. Alors je connais assez mal Bollywood, mais c'est vrai que quand on fait des films de 3h30, on peut toujours caler un triangle amoureux dans le tas. Ça tient toujours en termes d'histoire, quoi. Et alors on l'a dit, c'est souvent des films qui sont assez fun. On a cité beaucoup quand même de gros films hollywoodiens. C'est quoi la réalité de ce que donnent ces films à la fois au box-office en termes de réussite et de résonance, Valentin? Je voulais déjà faire un aparté, je me demandais où est-ce qu'on met les deux amis là de film avec Garel, McCain et qui se disputent Farahani. Non, parce que du coup à la fin le lien qui gagne c'est le lien entre eux, mais ils sont amis, donc du coup il y a un peu un truc voilà, je trouve ça intéressant. C'est français donc ça compte pas. C'est ni un triangle ni une pyramide, c'est marrant. C'est la seule fois où il y a un lien amical qui survit à une histoire amoureuse. J'ai pas d'autres exemples, mais ça doit exister, oui. De toute façon, encore une fois, c'est tellement infini le corpus que je pense que oui, on doit bien pouvoir en trouver. Il y a quelques films de Mouret où il doit devenir. Ouais, voilà, exactement. Probablement. Finir bons amis. Dreamers, quoi. Non, en fait, Laurent l'évoquait un peu, c'est tellement une stratégie narrative qui crée une tension évidente qu'en fait, les franchises s'en sont emparées. Et effectivement, tu as cité les deux bons exemples par rapport à ça, c'est-à-dire Twilight, qui est passé d'un budget de 37 millions à un box-office de 600, donc c'est une belle réussite, en tout cas pour le premier film. Hunger Games, pareil, a fait un peu près x10 au box-office américain, donc ça a plutôt bien marché. Donc je pense que... On peut parler de Star Wars aussi, hein. Il y a un triangle amoureux dans Star Wars. Ouais, mais je pense qu'on peut... En fait, il y en a partout. Il y a complètement un triangle amoureux dans Star Wars. J'étais en train de réfléchir parce que je pensais à la première trilogie, mais évidemment, la Hunger Games originale. Pardon ? Hunger Games aussi avec. Mais il nous l'a cité, ça a été déjà cité tout à l'heure. Twilight, vous savez. Star Wars. Quoi, Solo ?
Donc voilà, j'en ai pris 2, mais on pourrait les citer. Globalement, ces franchises-là fonctionnent. Après, évidemment, il y a les grands cartons. Vous avez cité Autant en emporte le vent, qui a fait, selon les calculs, après il y a des calculs d'inflation, de dollars courants, machin, qui aurait du coup dépassé les 3 milliards selon certains analystes de box-office, qui en ferait le plus gros succès historique. Mais bon, là après on rentre dans des conventions monétaires dans lesquelles je ne me lancerai pas. Il y a Titanic, dont on sait pour sûr qu'effectivement 200 millions de budget, plus de 2 milliards de rentrées, donc 4e succès, alors on l'a dit, après les autres Cameroneries et Marvelleries en tout genre. Casablanca, pareil, a fait 1 million de budget à l'époque, c'était un gros budget, ça fait x10. Le Docteur Zhivago, pareil, x10 de David Lean en 50, ou dans les années 50. Donc il y a des énormes succès, il y a aussi des surprises, et typiquement là on peut mentionner Le Lauréat, qui était un vrai film un peu indépendant, enfin en tout cas Mike Nichols c'était un peu dans un peu en bordure, il avait un peu les studios en bandoulière à l'époque. C'était pas un film qui était marketé comme étant un film grand public, et qui a quand même révélé du coup Dustin Hoffman, qui a eu un vrai impact à long terme, et qui a été engrangé plus de 100 millions à sa sortie en 67. C'est le plus gros succès de l'année, alors qu'on a quand même des gros films à l'époque, notamment Bonnie and Clyde la même année. Donc c'est quand même un succès important. Il y a Jules et Jim, pareil, qui a assez durablement marqué en France, qui a fait 1,5 million d'entrées, donc c'était un bon chiffre. Et puis après, il y a des contre-exemples. Effectivement, quand tu prends 2 films, Rita en a parlé, mais les 2 exemples un petit peu des débuts des années 2000, c'est-à-dire d'une part Two Lovers et de l'autre part Match Point, qui sont un peu dans les mêmes ambitions, les mêmes types de casting, à chaque fois avec des acteurs un peu de second rang, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gigantesques stars. Pour l'époque. Pour l'époque, depuis, évidemment. Voilà. Mais Match Point a fait du coup x6 au box-office, donc 15,85, et Two Lovers, à l'inverse, a été un naufrage, c'est-à-dire ils ont gagné 3 millions, alors que en Amérique du Nord, donc avec le marché canadien, alors qu'ils avaient 10 millions de budget, donc il n'y a pas de règle. Après, James Gray, c'est toujours un cinéaste qui performe plus en Europe qu'aux États-Unis. Voilà. C'est un très grand film, Two Lovers. Ah non, mais je pense que moi j'aime bien ce film par ailleurs, mais je crois que tout le monde a plutôt bien su, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un sujet. Ouais, je sais pas. Non, En fait, j'entends Félix au loin, Yuri, tu vois. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je crois qu'ils adorent James Gray. C'est vrai qu'il y a des gros haters de James Gray. Moi, j'ai pas vu le film, je blague vraiment pour quand je dis ça. J'ai vu les autres James Gray, j'ai pas aimé. Moi, c'est un film que j'ai vu en salle à un moment donné où j'étais quand même assez jeune, je pense, pour voir ce genre de film, et je dois admettre que je l'ai pas. De quoi? 7 ans. Pour ta part. Moi, quelques années de plus, et où j'ai eu un peu un bug, et c'est un film qui a un peu infusé en moi progressivement. Ouais, non, mais voilà, et puis je pense que, bon, après, effectivement, là encore, on peut revenir sur Ernst Lubitsch, qui est effectivement le maître du genre, s'il fallait en citer un, et qui a eu, là encore, un peu des succès un peu relatifs, parce que Rendez-vous, enfin, du coup, The Shop Around the Corner, en 40, a perdu de l'argent, Haute Pègre, pareil, en 32, déficit, et à l'inverse, Serenada 3 a fait une des plus grosses rentrées aux US en 33, donc un an plus tard. Donc bref, il n'y a pas vraiment de règles. Il est arrivé après avec Ninochka, où, pour le coup, là, c'était un très gros budget et très gros box-office en 39 pour le coup à l'époque avec des meilleures Oscars. campagnes marketing de l'histoire. Voilà, donc le gros succès public. Et puis par ailleurs, après, effectivement, le motif est tellement répandu que tu peux aussi trouver des exemples. Par exemple, Greg Araki, dans le cinéma indépendant américain, a beaucoup travaillé sur cette question sous un angle très très différent, mais lui, pour le coup, avec 0 thune, et il en a fait aucune, il a, pour le coup, je pense, durablement marqué le paysage cinématographique. Mais il y a Kaboom, par exemple, qui a fait 600 000 dollars d'entrée au box-office américain. Mysterious Skin, c'est 1,5 million, donc c'est vraiment des toutes petites sommes. Et en même temps, c'est des films qui sont après dans la postérité par des circuits indépendants, par de la vidéo, et puis par des marchés européens qui ont un peu mieux marché. En fait, ont pu survivre et avoir une postérité artistique assez importante. Donc il n'y a pas tellement de règles, parce qu'encore une fois, le motif est tellement répandu et a tellement d'aspérité que il peut être réinterprété par tout un tas d'industries différentes ou concurrentes, quoi. J'avais tellement oublié l'existence de Kaboom. Et il y a un film qu'on n'a pas cité, où je me dis c'est aussi une amitié quelque part qui survit, c'est Tumaba Tambien de Quaron. Oui, c'est vrai. Mais aussi parce qu'on avait dit parce qu'on avait dit hollywoodien. Mais comme on a cité pas que des films hollywoodiens, je vais peut-être vous demander quel est votre film de triangle amoureux préféré, si vous en avez un. Alors Alban, je pense que c'est Two Lovers. Bah, en fait, ouais, il y a que ça qui me vient, donc Two Lovers, mais en fait, il y en a 1000 autres, je pense, mais oui, il y a Two Lovers qui me vient. Ouais. Rita si on reste sur l'Europe, moi j'adore Les Enfants du Paradis, notamment pour ce triangle amoureux, et sinon, du côté hollywoodien, pour troller, je vais dire Twilight, mais en vérité, tous les Lubitsch. Je viens de dire 3 films qui ont jamais été cités ensemble de leur vie. C'est vrai que là. Moi, je suis très Twilight et Lubitsch, quoi. Valentin non, mais pareil, je vais dire Lubitsch, mais après, effectivement, tous les Lubitsch sont d'excellente facture, de toute façon. Mais après, peut-être Match Point, parce que je trouve que, pour le coup, effectivement, c'est un portrait d'un mec qui est quand même bien trash, mais il y a aussi un sous-texte très très fort, quand même, il y a quand même un certain nombre de verrous sociaux qui l'ont poussé à faire ça. Ça l'excuse pas, mais c'est très cruel, quoi.
Et toi, Alban toi, Laurent, pardon. Bah moi, je suis pas particulièrement intéressé par les triangles amoureux. Moi, je déteste ça. Je suis désolée. Je vais dire Star Wars pour faire chier. Bah merci Laurent pour cette. Voilà, c'était ma contribution. Moi, je serais restée sur aussi Matchpoint, mais c'est vrai qu'à titre personnel, les triangles amoureux, je pense que c'est un des. Ça peut être très frustrant parce que c'est des faux. Quand c'est mal fait, tu vois, ça te donne l'impression que l'option est évidente. En fait, alors il y a de ça et il y a à titre personnel le truc que moi j'ai du mal à croire à quelqu'un qui vraiment est dans un espèce de truc où choisit entre deux personnes. Ouais, pour moi, quand t'es attiré par quelqu'un, t'hésites pas entre deux. On parle de gens qui ont vraiment beaucoup d'options, tu vois déjà. Ouais, j'allais dire un truc méchant de ce genre, mais en général, t'as le choix entre une personne et une personne. Tu redescends tout de suite. Faut faire un effort de se mettre à la place de la personne, c'est un peu. Voilà. Non, mais moi j'ai du mal avec le principe même du triangle amoureux. Peut-être parce que j'ai jamais eu le choix de ma vie, ok. Moi je comprends que Dakota Johnson ou comment dire, ou Pedro Pascal ou Chris Evans, ils aient des choix. Ils aient des choix, ils ont des possibilités quoi. Mais du coup, le commun des mortels. Pardon, mais Casablanca, tu crois pas au fait qu'elle est attirée par les deux? Mais en fait. Non, mais on va discuter hors antenne, mais qu'est-ce que tu racontes là? Hors antenne. Moi, j'ai un problème de base avec les triangles amoureux, c'est un truc qui m'intéresse pas. Ou moi, voir un personnage. Mais dis donc, le focus là, les amis, ça intéresse personne. Maintenant qu'on en a parlé pendant 30 minutes. En fait, je m'en bats les couilles. Justement, ça m'intéresse beaucoup d'en parler parce que les films qui m'intéressent, qui en parlent, c'est des films qui trouvent justement des voies un peu divergentes. Donc, un peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Typiquement, j'adore Matchpoint, mais j'adore la plupart des films que vous avez cités. Ouais. Mais non, mais après, bon voilà, non mais il y a des catastrophes comme Bridget Jones 3, mais bon. Bref, Alban, toi, tu voulais nous recommander un bon film. Bah oui, parce qu'on est dans la thématique triangle amoureux et finalement Rita en parlait. Moi, je vais vous parler d'un film où il y a ni choix, ni monogamie et ni hétérosexualité. Tout ce qu'on aime. C'est tout à la fois. C'est le premier long métrage de fiction de Colin Serrault qui est sorti en 1977 et qui est sur Arte en ce moment, qui a été restauré en 2022 par le Chat qui fume, voilà, dont on salue le travail. C'est un film qui est complètement dingue. C'est avec Sami Frey, Christine Murillo et Mario Gonzalez, où en gros Sami Frey et Christine Murillo et Mario Gonzalez vivent dans une maison un petit peu en dehors de Paris. Les deux hommes sont en couple avec la femme et la femme est en couple avec les deux hommes. Enfin, c'est un trouble en fait, littéralement. Et on se rend compte au fur et à mesure du film que ce choix-là n'a pas été évident, que le personnage de Sami Frey avait des enfants, que le personnage féminin avait un ex-mari, et en fait ils se sont retrouvés à la fois par amour et à la fois pour aussi essayer de créer dans cette maison une sorte de zone un petit peu hors du temps, hors du monde, hors des codes, et en même temps où tout le monde est le bienvenu. Il y a un personnage de flic qui est interprété par Jacques Aumont, et je tiens à préciser que c'est la première fois que je voyais Jacques Aumont jeune. Je l'avais jamais vu jeune avant. C'est vrai que je sais pas peut-être qu'il a jeune. Et en fait, c'est un personnage qui se trompe d'enquête et de malfrats, et en fait va tellement être habitué à venir dans cette maison qui va s'y sentir bien, qui va presque élire domicile là-bas. En fait, c'est un film qui est ultra intelligent, ultra brillant en fait dans la manière dont le sujet est traité, et à la fois ultra avant-gardiste, et qui a pas forcément connu une trajectoire facile. Colin Serrault, elle avait pas encore réalisé du tout de long métrage. C'était un film qui a été quand même retoqué 2 fois à l'avance sur recette au CNC, qui a failli pas voir le jour. Finalement, c'est Antoinette Fouque, pour ceux qui connaissent, une sorte de féministe assez connue, psychologue, un petit peu emblématique dans le mouvement de libération des femmes, qui lui a donné une enveloppe de cash pour qu'elle aille acheter des pellicules. Enfin voilà, c'est un film qui a vraiment une histoire particulière. Par ailleurs, il y a eu un coffret qui a été édité de films de Colin Serrault, et tous ceux qui étaient à l'origine, tous les éditeurs voulaient exclure, pourquoi pas, du coffret. Et finalement, Colin Serrault a réussi à faire rentrer ce film-là dans le coffret, notamment parce qu'elle a fait des films 3 hommes et un couffin derrière qui ont beaucoup marché, et qui va lui donner une réputation derrière. Enfin voilà, c'est un film qui est complètement hors du temps, hors de son époque, et en même temps qui a un discours à la fois intelligent et à la fois complètement émouvant sur ce que ça dit en fait de cette communauté que va créer Sami Frey autour de lui. Et ensuite, tous les rôles sont inversés dans le film. Sami Frey, c'est un petit peu l'homme de maison qui fait les lessives, mais c'est sans surjouer, c'est pas du tout caricatural en fait. C'est vraiment un film qui est plein d'intelligence et de beauté vraiment naïve, quoi. Voilà, donc je vous recommande de voir Pourquoi pas, qui est sur Arte en ce moment. Sur Arte. Et ben merci beaucoup. Alors je pense pas qu'on ait de jingle prévu pour ça, mais c'est l'heure des jeux, puisque Rita, avant qu'on fasse nos recos et la carte blanche, on a prévu un petit jeu d'été quand même pour cette dernière de l'année. Wouh! Youhou! Jingle! Oui, alors j'ai 2 quiz pour vous les amis, et donc là il n'y a pas de public, il va falloir que vous répondiez et on distribuera des points, tout ça va être de manière très très capitaliste, antithèse du film que vient de décrire Alban. Alors,
Le quiz, ah oui, pardon, vous voyez mon téléphone sur lequel il y a les réponses. Vous allez devoir deviner des films estivaux. Je vais vous donner leur casting, mais c'est pas les rôles principaux que je vais vous donner. C'est pas des triangles amoureux, c'est des films estivaux. Qui se passent en été. Triangles amoureux. Très bien. Plus d'amour, rien. Enfin, un peu d'amour parfois, mais je vais vous donner du coup les castings et vous allez essayer de deviner les films, mais c'est pas les rôles principaux que je vais vous donner. C'est dur. Oh là là. C'est hyper dur. Ouais, non, c'est hyper dur. C'est hyper dur, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit des films assez connus pour que ça passe. Les jeux de Rita, ils mais maintenant que je me retrouve bien supérieur à ceux de Émile. Je suis désolée, mais surtout que j'avais fait ce jeu avec en tête le fait que Yuri était là. Et vu que c'est le plus intelligent d'entre nous. Voilà. Et puis mais non, c'est juste la personne avec laquelle j'ai le plus de références. Et bon, mais ça devrait le faire, ça devrait le faire. On va sinon après je donnerai le rôle principal. C'est vraiment en galère. Voilà. Alors, le premier c'est Julie Walters, Dominic Cooper et Pierce Brosnan. Ah bah si, ça c'est Mia Mia. Bravo. Ah. Ouais, bah, voilà, généralement il y en a un qui aide. Ok. Marie-Lou Berry, Lannick Gautry et Jean Benguigui. Ah si. C'est pas Nos Jours Heureux, mais si. il y a pas. Okay. C'est bon ce que je voilà. Jean Benguigui. Ah oui, il y a Jean Benguigui. Oh putain, j'ai failli dire, mais il n'y a pas de triangle amoureux. Premier degré. Et bien sûr que si, il est génial. Pour le coup, elle a été très bon triangle amoureux. Mamma Mia, il y a un super triangle amoureux. Mais encore mieux dans Nos Jours Heureux. C'est vrai, quintuple amoureux même. Alors, Rosie Perez, Samuel L. Jackson et Danny Aiello. Je pense que c'est le plus difficile. Alors avec Samuel L. Jackson, un film. Est-ce qu'on peut avoir un indice sur peut-être le moment dont date le film, parce que les années 90. Les années 90 avec Samuel L. Jackson, non, j'ai pas. Je vais vous donner un des acteurs plus connus parce qu'effectivement c'était le plus difficile. Si vous êtes meilleur que nous à la maison. Il y a John Turturro. Non. Sam Jackson et John Turturro, c'est un film assez iconique. Non, c'est un film où il fait très chaud. J'adore parce que c'est un film très coloré. Tout fait genre les murs sont rouges. Ah si. Ça se passe en vraiment pleine calicule. Il y a Giancarlo Esposito aussi. Je l'ai vu. Non mais je l'ai vu. Je sais plus le titre. Les amis, Giancarlo Esposito. Oui, non, mais je l'ai vu et je sais plus le titre. Ok, le personnage principal est joué par Spike Lee. Oui, non mais c'est le film est réalisé par Spike Lee. C'est pas Do the Right Thing. Si, c'est Do the Right Thing. Je pensais que c'était l'autre. Du coup, je pensais à Do the Right Thing. Mais il y a un triangle amoureux dans Do the Right Thing. En revanche, il y en a dans tous les films. Vachement bien Do the Right Thing. Un des meilleurs films du monde et par ailleurs film de canicule exceptionnel. Alors un des meilleurs films de canicule, mais c'est marrant parce que quand t'as dit ça, je pensais à un autre film de Spike Lee alors qu'en fait j'ai vu Do the Right Thing et effectivement c'est celui-là. Je comprends. Ok. Tu l'as pas vu ? Non, moi non plus. Bah moi c'est le seul film de Spike Lee que j'aime vraiment. Je comprends. Moi j'en ai plein que j'adore. Alors Lucas Hedges, Tracy Letts et Beanie Feldstein. Alors déjà je connais pas Lucas, les trois personnes non plus. Lucas Hedges. Je pense que je vous montre les têtes, vous voyez qui c'est en plus. Non mais moi je vois très bien qui c'est, mais je vois pas le film. C'est plus ancien, non ? Non, pas du tout. Non, c'est très récent. Ah, okay. Il est jeune. Lucas Hedges, je vais vous montrer. Attends, non mais non, nous montre pas sa tête. Dis-nous plutôt un acteur important du film. Mais mais si, mais c'est bien sûr. Merde. Je sais pas si là on voit vraiment sa vraie personnalité. Quoi ? Elisabeth, elle veut gagner. Il y a aussi Laurie Metcalf. Non mais je sais de quoi tu parles. Le rôle principal est interprété par Saoirse Ronan. Oui, justement, c'est Lady Bird. Oui. Justement, quand t'as dit, il joue son premier copain, Lucas Hedges. Exactement. Voilà. Elisabeth, t'as plus le droit de jouer à partir de maintenant. Bah si, sinon ça a moins d'intérêt. Sinon en fait personne va gagner, on va juste regarder comme ça. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois les gens pensent que je suis hyper compétitive alors que c'est juste de l'amour du jeu. C'est juste que j'adore gagner. Mais c'est pas grave. Juste quand je joue. C'est pour ça que c'est moi qui organise les jeux parce que sinon je suis hyper chiante. Donc il y a un moment donné. Alors Alan Arkin, Toni Collette, Bryan Cranston. Là, vous connaissez. Non, attends, Bryan Cranston. Ouais. Non, je l'ai pas alors. Ok, Steve Carell en plus, voilà, je vous le donne. Ah, mais c'est Little Miss Sunshine. Ouais. Bryan Cranston dans Little Miss Sunshine. Ah oui. Ouais. Ah. Je me rappelle plus. Bruce Willis, Jared Gilman, Frances McDormand. Et là, il y a une pléthore d'acteurs secondaires que je peux rajouter, donc je pense que vous allez. C'est un réalisateur qui bosse avec beaucoup d'acteurs très connus. Tu veux dire Wes Anderson ? Ouais. Et c'est. Le seul avec Bruce Willis. Tente, Valentin. Non, c'est Moonrise Kingdom, non ? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Quand ils ont suffisamment de points, je peux rejouer. En fait, tu l'avais. Tu peux rejouer. Mais depuis tout à l'heure, elle les a. Moi, je peux faire. Tu censures là depuis tout à l'heure. Ah oui. Et le dernier. J'adore cette technique. Moi, je l'avais, mais. En fait, j'ai aucune idée. Mais le plus drôle, c'est que vous voyez pas Elisabeth, forcément, sauf si vous regardez sur YouTube. Mais à chaque fois qu'il y en a un qui donnait la bonne réponse, elle faisait. Eh oui, c'était ça. Et enfin. J'ai honte, je suis désolée. Mais non, celui-là, il a des super acteurs secondaires. C'est Bradley Cooper, Maya Rudolph et Sean Penn. Film très récent. Post-Covid en tout cas, enfin même mid-Covid. Attends, Bradley Cooper, ça j'ai pas. Mais Rudolph, c'est Sean Penn. Ouais. Sean Penn. Je pense que Valentin t'aime beaucoup ce film, si je dis pas de bêtises. American Sniper. C'est un film qui date de 2021
Et Bradley Cooper, il a vraiment une demi-scène dedans et ça a vraiment. Mais attends, ça me dit un truc en plus. C'est pas le Paul Thomas Anderson? Exactement. Ah, c'est Licorice Pizza. T'aimes beaucoup Valentin, non? Mais il y a Sean Penn, mais oui. Je pensais à Yuri, mais en vérité, j'ai un peu essayé de faire en sorte qu'il y ait des films que tout le monde aime un petit peu. On passe tellement bien à Licorice Pizza. Et Sean Penn, il joue un mec complètement taré, genre l'acteur. Exactement. Et c'est ça qui est drôle, c'est que quand tu redis les acteurs secondaires de ce film, t'es en mode putain, il bosse avec qui il veut. Mais c'est tellement bien en plus Licorice Pizza. C'est trop bien, ouais. Et bientôt un prochain, t'as vu, on a des points communs finalement, Alban. Moi j'aime pas ce film, pardon. Toi t'aimes pas ce film? C'est vrai, on avait eu le débat, putain. C'est pour ça maintenant des débats. Mais on aura peut-être parce qu'il y a un Paul Thomas Anderson qui sort cet été, donc je pense qu'on fera probablement une petite à la rentrée. Je vais dire soit une capsule, soit film de rentrée. Alors, deuxième jeu, vous allez devoir, à partir des répliques, deviner les films. Donc là, au début, je voulais changer les répliques et faire des répliques un peu foireuses, et j'ai réalisé que c'était vraiment beaucoup trop difficile, donc je vous mets les mauvaises répliques, vous avez aucune indication. J'adore les films de triangle amoureux que j'aime bien, pardon, la meuf 1000 ans après, mais qui est à la fois un film d'été, c'est Serial No Sir. Wedding Crashers. Mais tellement bien. J'adore ce film. Mais 50 fois. En fait, quand t'as dit Bradley Cooper, j'étais là, ça va être ça. Mais dans tous les cas, Bradley Cooper, honnêtement, la partie comédie de sa carrière, moi je suis. Mais bien sûr, mais c'est la meilleure partie. Moi, je l'ai découvert là-dedans, il était incroyable. Enfin bon, bref. Avec ses grands yeux, bref. Alors, je commence par une réplique assez iconique. Oui, le grand yeux de Bradley Cooper, je fais ce que je veux. Il y en a qui sont traduites, je précise. Je vous dirai quand elles sont traduites si je vois que vous galérez. De l'anglais, la plupart. J'ai pas fait de conneries. Vous allez avoir besoin. La réplique en russe. Mais on a dit qu'Yuri n'était pas là. C'est le seul d'entre nous. Vous allez avoir besoin d'un bateau plus grand. C'est une des répliques les plus iconiques du cinéma. Elisabeth dit rien. T'as l'air de pas savoir en fait. Non, je suis pas sûre. Je suis sûr que j'ai le film. You're gonna need a bigger boat. Ouais, je suis sûr que je l'ai. Bah dis-le. Non, mais non, je l'ai pas, mais je suis sûr qu'en fouillant, je vais l'avoir. C'est un des plus grands films qui se passe en été de l'histoire. Vraiment, c'est le film le plus connu. C'est le réalisateur. Quand on dit un réalisateur, c'est le réalisateur. C'est-à-dire que la métonymie du mot réalisateur, c'est lui. C'est un film de Spielberg et c'est Les Dents de la Mer. Ouais. Ok. Oui, voilà. J'étais pas sûre. Il aime pas le genre. Mais non, mais si, je suis trop nul. Bigger Boat, tu l'as dit avec une espèce d'intensité, genre où d'un coup je me suis dit attends, en fait c'est pas du tout ce que j'imagine, c'est un truc un peu érotique, mais non bien sûr Les Dents de la Mer. Je sais pas comment c'était dit. Pas désolé. Tu vois, il se passe plein de trucs dans le cerveau d'Elisabeth, alors que moi depuis tout à l'heure vraiment il se passe rien, une brise dans la prairie, j'en étais là, tu vois, le soleil se couche, il se passe rien dans les grillons, c'est mon cerveau là. Là j'en ai un et je pense que malheureusement c'était vraiment que pour moi, donc c'était un peu stupide, mais j'ai porté la pastèque. Ah attends. I carried the watermelon. Oui, alors moi ça me dit quelque chose. Jardin d'été de Shinji Sema. Attends, je peux avoir un indice? Ça se passe en été. Oui, merci. C'est un film qui est sorti dans les années 80 mais qui se passe dans les années 60. Grand film iconique du cinéma américain. Un retour vers le futur de la même période, mais c'est pas de ce genre-là. C'est un film romantique plutôt, pas une comédie romantique, mais un film romantique très musical. Et il y a le personnage. Non, c'est pas R, non. Non, le personnage principal féminin, c'est pas une comédie musicale, c'est un film où il y a de la musique. C'est le personnage principal féminin qui dit ça, et elle est dans un moment où elle est très gênée parce qu'elle savait pas trop quoi faire. Et elle a dit I brought the watermelon. Mais c'est pas quand Harry rencontre Sally. Non, c'est. Je vais le passer, vous savez quoi, je le passe. Mais non, dis-nous. Non, je le dis après, Okay. Oula. Parce que peut-être quelqu'un va avoir un ça m'énerve, ce truc de pastèque, ça me dit quelque chose de ouf. C'est très, très niche, mais enfin, c'est une réplique qui est iconique, mais aux États-Unis, et en le traduisant, j'ai réalisé que ça fait penser qu'à l'âge de glace, la pastèque. Du coup, c'est très drôle. Bah, ça pourrait être un film. Bah ouais. Celle-là, je pense que vous l'aurez. Je n'ai jamais eu plus tard dans ma vie des amis comme ceux que j'avais quand j'avais 12 ans. Oh, Little Miss Sunshine. Non. Elle a pas d'amis, donc. Mais non, mais si, c'est Stand By Me. Ouais. Tu l'avais, Valentin? Non, j'allais dire Sa Majesté des Mouches, mais c'est une blague, évidemment. Grand film d'été. Il y a des amitiés aussi dedans, mais... Ça, c'est une réplique en français. Ouais. C'est pas les vacances, c'est la guerre. C'est pas les vacances, c'est la guerre. J'ai l'impression que c'est la cour de récré, alors pas du tout. C'est pas merde, la guerre des boutons? Non. C'est pas dans Nos jours heureux? Oui. Oui, c'est ça. Ah bah d'accord, je pensais. Bah, en fait, j'allais le dire, mais j'étais en mode ok, on l'a dit 1000 fois. Mais arrête de te censurer, Valentin. Mais ouais, non, mais parce que vraiment, j'ai pas confiance. Valentin, il a toutes les réponses, mais il ose pas. Non, je te jure que non. Moi, je suis toujours en coucher de soleil. Le fond d'écran Windows là. Ça, c'est une traduction. La vie va très vite si tu ne t'arrêtes pas une fois. Ferris Bueller. Ah, et ça, c'est facile peut-être. Et parce qu'il est dans le générique. Il est dans le générique. D'accord, mais moi qui l'ai fait mettre dans Mais du coup, on a même pas laissé Rita dire la phrase en entier pour nos auditeurs. Life goes pretty fast. Life moves pretty fast. If you don't stop around to look. If you don't stop and look around once in a while, you might miss it. Voilà. J'ai un poster de Ferris Bueller chez moi, évidemment que je sais. Déjà, je dis Ferris Bueller, ce qui me gêne énormément. Bah oui, pardon, mais il n'est pas breton. Il joue à la pétanque. Rita, il y a quel nom ou prénom que j'écorche pas? J'écorche même cela, tu vois. Alors, ça c'est très drôle parce que c'est vraiment. Enfin, je sais ce que tu as fait l'été dernier.
Souviens-toi l'été dernier. Oui. Oui. Oui, ok. C'est drôle. C'est un peu marré. C'est très drôle. Et la dernière, avant qu'on revienne à celle qu'on a ratée. Ça m'énerve, Ça, c'est en français. Tout a commencé là, quand mon avion a décollé. Oh là là, c'est pas une histoire d'avion qui décolle, plutôt, c'est une histoire de décollage. Je peux enfin commencer à tout vous raconter. Ah, je sens que malheureusement cette ref est par mon cerveau alors que vraiment j'ai pas envie de la voir. C'est quoi? Non, pas du tout. C'est un très mauvais film français des années 2000. Ça sent le mauvais film. Moi je trouve que c'est un film qui est un peu culte. Qu'est-ce que tu dis? C'est carrément ça. On a un public aujourd'hui. C'est l'auberge espagnole. Ah ben voilà. Ah oui, c'est un mauvais film? Tu penses pas à ça, arrête. Non, c'est pas le pire. Non, mais en fait, dans les films cultes. Non, mais t'as raison. C'est vraiment pas le pire. Mais en fait, je me suis dit, ça sonne un peu genre clapiche. Mais l'auberge espagnole, c'est vraiment un des moins mauvais. Je suis d'accord. Mais alors du coup, cette histoire de pastèque. Donc, je vais essayer de vous faire deviner. Je peux pas vous donner les acteurs secondaires parce que là, vous l'auriez vraiment pas. Les deux acteurs principaux sont pas vraiment restés dans l'histoire, mais lui, il était vraiment iconique dans les années 80 et après, il est mort, le pauvre. C'est un film qui... C'est avec Patrick Swayze? Ouais. C'est dans Ghost? Non. C'est dans... Bah non, mais du coup, c'est dans Dirty Dancing. Ah, mais voilà. C'est ça, c'est dans l'introduction de Baby. Elle est un peu pataude au début et juste, elle sait pas quoi faire quand elle va rencontrer les amis de Patrick Swayze au début. Du coup, elle ramène la pastèque. Et elle dit... Mais tu vois, c'est fou comme les tonalités, parce que quand t'as cité l'auberge espagnole, moi, dans ma tête, ça aurait pu être LOL, tu vois. et là, avec ce truc de Watermelon, j'ai encore vu genre un truc un peu genre chelou, un peu genre comédie ricaine, un peu un peu grivoise. Oui, un peu la paille, American Pie, alors que j'avais la réplique de ce truc-là dans la tête. Bah écoute, merci Rita. Merci Rita. On va dire que même quand t'as pas les réponses, tu les avais en réalité. Non mais c'est pas Elisabeth ne perd jamais. Voilà. Mais je suis la sœur de Parker Lewis et de Rachida Dati. Non mais la prochaine fois je joue pas et on regarde des fonds d'écran Windows pendant 20 minutes. Ah ouais, ça tire à balles réelles. Moi, tu me regardes alors que je t'ai rien. Normalement, c'est censé être fait pour le public. Mais on a laissé le public. Ça va les sauvages. Allez, bon, on passe. Bon bah merci beaucoup au public d'avoir participé. Merci à Suzanne. Distance chez vous. Je vais aller me cacher et on passe au reco de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Alors Laurent, il va falloir quand même que je te pose des questions parce que je sais que les films quand même de Martin Bourboulon ou les séries réalisées par Martin Bourboulon, c'est une épreuve pour toi à chaque fois, tu le dis, et pourtant tu continues d'y retourner par un masochisme du coup que je ne comprends pas. Tu es allé voir 13 jours et 13 nuits. Il faut savoir souffrir. Il faut savoir vivre sa haine de soi pleinement. Et voilà, et pas avoir peur de ses côtés dark. Non, t'es son plus grand détracteur peut-être en France. J'avoue, j'aime pas Martin Bourboulon, mais je suis quand même allé voir 13 jours 13 nuits parce que je pense quand même que c'est une grosse sortie, même si au final pour le moment c'est un peu, ouais. Le film est un peu en train de se vautrer, même s'il est sorti que vendredi parce que. Et aussi, excuse-moi, il a une affiche qui ressemble à une affiche de Roland Garros. On ne comprend pas que c'est un film de quoi il parle, et quand tu t'en approches, on dirait un film qui se passe sur Mars. Bah, si ça avait été une affiche de Roland Garros, j'aurais été. De toute façon, c'est un peu bizarre, c'est des délires de Papy GG. Enfin, Jérôme Sédou qui veut sortir ses films le vendredi, on sait pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, ils font ça. Du coup, le film se vautre un peu en première semaine. Mais bon, vu ce que je vais vous en dire, je suis pas certain que ça va vraiment cartonner. C'est donc une contre-recoup. En fait, ça raconte du coup l'histoire vraie de l'ambassade de France à Kaboul lors de la fuite lors de la fuite de tous les occidentaux et tous les gens qui ont essayé de fuir l'arrivée des talibans. Comme la série Kaboul. Exactement, comme la même putain de série Kaboul. Et qui était déjà mauvaise. C'est la même histoire, avec les mêmes péripéties, globalement, et des personnages qui sont pas tout à fait les mêmes, mais enfin, on reprend globalement la même trame. En fait, je pense qu'ils sont un peu fait coiffer au poteau sur ce projet-là, qu'il y a eu une espèce de volonté, c'est un truc de producteur où ils se sont dit tiens, cette histoire est cool parce que les détails dedans sont assez fous, et ce qui est vrai que les détails dedans sont assez fous, je vais pas les spoiler, mais voilà. Et donc on va en faire une adaptation pour pouvoir montrer ça, et ça va faire une espèce de film de guerre à gros budget. Moi, je vois très bien Dimitri Rassam et Papy GG en train de fumer des cigares et se serrer la main autour de ça pour valider ce projet. Et on va coller le yes man de l'équipe, c'est-à-dire Martin Bourboulon, qui globalement a peut-être du talent pour réaliser des pubs de bagnole, mais pour les films c'est un peu plus compliqué.
là où je veux en Le mec a dit je ne hate personne il y a 25 minutes. Oui, mais non, il a dit je hate pas des acteurs, mais il hate des réals. Chacun ça, tu vois. Non, mais en fait, là où je veux en venir, c'est que je pense que c'est le meilleur effort en termes de réalisation de Martin Bourboulon. Déjà. Attends, c'est horrible. On dirait qu'il lui met un 10 sur 20 et il lui dit. C'est-à-dire que honnêtement, c'est ton max. Je pense que c'est, non, en fait, je dis sérieusement que je pense que c'est là où il réussit mieux parce qu'il arrive, il aime bien faire des petits plans séquences, il aime bien faire des trucs comme ça, c'est un peu son délire. Et là, pour le coup, c'est plutôt pas trop mal fait parce que il arrive à gérer le suspense avec ça et qu'il y a des moments qui sont relativement inspirés. Donc ça, pour le coup, il y a des vraies scènes qui fonctionnent et c'est une des rares fois où on voit Martin Bourboulon faire des scènes qui fonctionnent. Donc faut quand même le noter. Le problème, c'est que je trouve que ce film est assez faible parce qu'il n'y a pas d'intention. C'est-à-dire qu'il arrive à faire moins bien que la série télé parce qu'il n'arrive pas à faire autre chose que de relater bêtement les faits. Et que dans le fond, on va avoir un peu les mêmes péripéties. Donc, le problème avec l'histoire des bus, où il a fallu mettre des mecs dans le bus. Le problème avec les gens qui veulent rentrer dans l'ambassade, donc comment on les fait rentrer dans l'ambassade. Le problème de type qu'on essaye de faire passer en fraude dans le bus parce qu'il est recherché. Le problème du chef taliban qui veut partir aussi. Voilà, bon. Sauf qu'en fait, tout ça est en fait assez mal amené et assez mal écrit. C'est-à-dire que tous les rebondissements sont finalement pas... En fait, sont finalement pas bien amenés. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a même des trucs qui sont préparés, qui sont jamais payés. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de bouteille de vin au début, avec un mec qui, du coup, en fait, essaie de planquer du vin parce que les talibans arrivent et vont détruire tout l'alcool. Et lui, il a des bonnes bouteilles de vin. C'est un marchand local, et donc il en donne une au personnage de Roche Dizem. Et puis après, on n'en entend plus jamais parler de cette bouteille de vin parce que on en fait tout un truc en fait au début, puis ça existe lâché. plus. C'est une anecdote. Et pareil, tu vois, il y a cette histoire en fait de ce chef taliban qui veut partir avec les Français finalement, alors parce qu'il veut fuir l'Afghanistan pour donner un meilleur avenir à sa famille, qui est aussi d'ailleurs dans la série Kaboul. Là, en fait, beaucoup de points communs, vraiment. Là, en fait, on le voit dans 2 scènes. Ouais. En fait, il y a une scène où il est là, genre, vous allez pas, moi, je suis quand même un chef taliban. Et la scène d'après, il fait, en fait, j'ai envie de partir avec vous. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc où c'est soit c'est mal préparé et du coup, on arrive à des trucs qui sont pas cohérents, soit c'est genre préparé, mais il se passe rien derrière. Donc, il y a quand même vraiment des défauts d'écriture un peu inacceptables. Et dans l'ensemble, en dehors de quelques scènes de suspense qui fonctionnent un peu, je trouve le film moins bien réussi de la série que je trouvais déjà franchement pas terrible. J'allais dire oui. Donc c'est quand même assez fou de dire qu'ils ont quand même claqué 27 millions de budget pour ce truc parce que pour le coup il y a de l'argent. Contrairement à la série, on sent qu'il y a du vrai budget. Donc c'est vraiment cool parce que la série, tu sens même qu'ils sont un peu limites. Ils sont un peu short alors que je pense que c'est déjà une série assez gros budget, mais là tu vois qu'ils ont de la thune, donc du coup c'est assez cool. En termes de figurants, il y en a masse et tout. Enfin c'est vraiment plutôt pas mal de ce point de vue, mais honnêtement c'est vraiment un film super faible et qui pas du tout à la hauteur de ce que ça aurait pu être. Même si d'ailleurs, moi je me fais la réflexion de savoir est-ce que cette histoire-là, qui a déjà été adaptée 2 fois en très peu de temps et à chaque fois mal, est-ce que c'était vraiment une très bonne idée d'essayer de l'adapter ou est-ce que en fait derrière il n'y avait pas tant de substance que ça et que s'il avait voulu raconter cette histoire, il aurait probablement fallu chercher un autre prisme ou en tout cas autre chose. Parce qu'à chaque fois, ça marche pas. On pourrait se poser la question. Mais écoute, merci. En tout cas, tu nous parleras du prochain film de Martin Bourboulon à ce même micro. Mais comme il faisait très chaud cette semaine et que tu as vraiment vu quasiment tout le programme, à toi tout seul, tu es aussi allé voir L'Accident de piano, qui est le nouveau film de Quentin Dupieux, qui est l'autre staccanoviste du cinéma français. Alors, qui est vraiment un staccanoviste, qui en fait au moins un par an. Voire plutôt 2. Quentin Dupieux, qui fait un film un peu de Quentin Dupieux et que je trouve particulièrement pas très inspiré dans celui-là. C'est-à-dire qu'il fait jouer à Eda Exarchopoulos un personnage absolument odieux et un peu caricatural. Et donc autour de lui, en fait, toute une galerie de personnages un peu caricaturales où en fait les situations un peu absurdes vont comme ça. Il a grimé quand même à des Exarchopoulos. On peut dire, il lui fait porter des fausses bagues pour qu'elle à ses dents pour qu'elle galère à parler. Elle a une gueule un peu bizarre. Quel chelou. Ouais. Et en fait, l'absurdité va venir et va essayer de provoquer du rire. Sauf que moi, en fait, je trouve pas ça drôle. Et je trouve que dans l'absolu, ce qu'il essaye de raconter autour, parce qu'elle joue Adèle Exarchopoulos joue une star d'internet, et donc autour en fait de justement en fait ce que c'est qu'être une star d'internet, du rapport au public, etc., et du rapport à la célébrité, vraiment bébête, c'est-à-dire que c'est en fait le fond est quand même vraiment pas très intéressant et sur lequel c'est pas forcément que je suis pas d'accord, mais c'est surtout que je trouve que c'est hyper en surface, c'est un peu boomer. Et dans l'absolu, montrer ça, et en plus une version pas très drôle, c'est vraiment pas un grand Dupieux. Après, Dupieux, le truc c'est que il y en a tellement, parfois il y en a qui sont intéressants, parfois il y en a qui sont drôles, parfois il y en a qui marchent pas. Le dernier bon, c'est quoi ? C'était Yannick ?
Alors, je sais pas, moi je l'ai pas vu. Incroyable mais vrai, c'était pas mal. Moi, je crois que c'est avant Yannick, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, ok. C'est la même année, je crois. Ah, ça genre vaut. à lunettes à 3 mois d'écart. Super. Incroyable mais vrai, honnêtement, je l'ai trouvé franchement pas terrible. Moi, j'ai plutôt bien aimé Dali, même si je trouve que c'est un truc qui est un peu faible. Une super scène au début. Mais je trouve que c'est assez. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont assez marrants. Là, honnêtement, c'est vraiment faiblard de ouf. Et il faut qu'il se calme, en fait. Dupieux, il faut qu'il arrête de sortir toutes les idées qui lui se passent par la tête, qu'il essaye un jour de faire des vrais films, quoi, parce qu'il fait un peu n'importe quoi. Et ben merci pour tes 2 contre-recos. On termine l'émission en duplex, donc avec Yuri depuis le festival d'Avignon où il fait beau, où il fait chaud, et il est en terrasse pour prendre la défense du théâtre filmé. Quelle idée? J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et sans transition, ou presque, on allume le bruit des cigales en arrière-plan. Et j'espère que vous les entendez, car je suis actuellement au Festival d'Avignon, festival dédié intégralement au théâtre. Et donc pour cette carte blanche, que j'ai voulu un peu thématique, j'ai voulu m'intéresser à ce lieu commun critique qu'on entend souvent pour rapidement évacuer un film, dire qu'il n'a aucun intérêt artistique, aucune valeur, comme si le réalisateur s'était contenté d'allumer sa caméra et de laisser jouer ses acteurs devant. Cette expression, c'est évidemment de dire qu'un film est du théâtre filmé. Et donc je me suis demandé pourquoi cette expression était utilisée de manière si négative. Pourquoi quand on dit que c'est du théâtre filmé, on sous-entend que le film en question est intrinsèquement mauvais, alors qu'il n'y a pas, je crois, une opposition fondamentale entre ces deux arts. Le théâtre et le cinéma entretiennent depuis toujours des liens extrêmement étroits, c'est une banalité que de le dire, et je passe évidemment sur les bases de la dramaturgie héritée elle-même du théâtre antique, qui sont encore en vigueur dans la plupart des scénarios que vous voyez aujourd'hui. Les tout premiers films de l'histoire étaient eux-mêmes littéralement du théâtre filmé, des acteurs sur une scène dans un décor clos devant lesquels on mettait une caméra en plan fixe. Méliès, avant de se tourner vers le cinéma, avait fait ses armes au théâtre où il avait mis au point tout un tas de techniques visant à tromper l'œil de son public, techniques qu'il pourra ensuite continuer à mettre en œuvre au cinéma. Les textes de théâtre ont aussi été et sont toujours des viviers d'inspiration pour les films, que ce soit de grands textes classiques ou des auteurs contemporains, sans oublier bien sûr la comédie musicale, de Molière à Wajdi Mouawad en passant par la troupe du Splendide. Il y a sûrement, quelque part dans vos films préférés, des films adaptés d'une pièce de théâtre. Amadeus évidemment, West Side Story, Cuisine et Dépendance, Casablanca, Kramer contre Kramer, j'en passe. Cette expression de théâtre filmé me semble donc surtout concerner une certaine typologie de films rappelant le cliché du théâtre classique. Unité de temps et de lieu, avec un nombre de personnages limité, une structure en 3 actes bien cousus et des dialogues qui prennent le pas sur l'action. Certains réalisateurs, pourtant, ont pleinement utilisé ces contraintes comme une source d'inspiration pour leur mise en scène. On pense évidemment à La Corde d'Alfred Hitchcock, adaptée de la pièce du même nom, et qui se déroule non seulement dans un seul endroit, mais aussi en temps réel, puisque le film est un faux plan séquence. Le plan séquence est lui-même, je crois, un digne héritier du théâtre, puisque tout doit se dérouler en parfaite symbiose pour arriver à un résultat millimétré, où chaque acteur, chaque figurant, chaque technicien exécute son rôle au bon moment. Et pourtant, on ne dira pas d'Alfonso Cuarón ou de la récente série Adolescence qu'elle relève du théâtre filmé, puisqu'on voit bien que certains films arrivent à utiliser cette grammaire pour en faire un langage purement de cinéma. Alors peut-être est-ce la dimension du texte, car on dit souvent que des films très verbeux sont très théâtraux, car le texte prime sur l'image et sur l'action. C'est bien souvent le cas des comédies où le timing comique réside en très grande partie, mais pas seulement, sur les dialogues, mais aussi de certains films qui laissent vraiment à leurs comédiens la place de jouer, de prendre l'espace, et ce parfois de manière très théâtrale. Et je pense évidemment au film de Quentin Tarantino, qui se base presque exclusivement sur des dialogues ciselés, que des monologues même parfois, que des acteurs vont venir s'échanger. Et pourtant, les films de Tarantino restent intensément cinématographiques. Les scénarios aussi d'Aaron Sorkin et de Social Network en tête sont des exemples de dramaturgie et d'écriture de dialogue. Et de la même façon que la pièce de Tony Kushner, Angels in America, est devenue une série, je suis assez persuadé que le scénario de Social Network, s'il se montait au théâtre, ferait une pièce incroyable. Donc, là encore, l'expression de théâtre filmé, elle est assez mal choisie et assez mal à propos. Elle contient en réalité, je crois, une autre dimension, à savoir qu'on associe souvent le terme de théâtre filmé à des films qui se passent dans des intérieurs luxueux, où les personnages sont assis dans des grands canapés ou d'autres sont cachés dans le placard. En d'autres termes, du théâtre de boulevard matiné de drame bourgeois. On mettra volontiers sous l'étiquette de théâtre filmé des œuvres qu'on juge justement trop bourgeoises, trop engoncées dans leur confort matériel pour se frotter à la radicalité ou à la modernité. Mais c'est là aussi occulter le fait que le théâtre aujourd'hui n'est plus, ou en tout cas n'est plus seulement ce théâtre-là, et qu'il témoigne d'une vivacité et d'une radicalité esthétique assez impressionnantes.
On voit d'ailleurs beaucoup de metteurs en scène de théâtre qui se frottent au cinéma et qui y amènent souvent un vent de liberté et d'insolence, remettant en question certaines conventions du 7e art pour mieux se les approprier. Bref, je trouve donc que le terme de théâtre filmé est assez mal défini, qu'il est assez méprisant et que peut-être on pourrait juste laisser le théâtre tranquille, laisser le cinéma tranquille, laisser le théâtre et le cinéma se communiquer les uns avec les autres, s'inspirer les uns des autres pour créer tout un tas d'œuvres encore plus nouvelles et encore plus intéressantes. Et donc bref, aller au cinéma, aller au théâtre, aller voir les deux et bonnes vacances. Et nous aussi, on va laisser le cinéma tranquille pendant quelques semaines puisqu'on part en vacances. Non, c'est pas vrai, puisque je vous l'ai dit, on vous réserve plein de petites surprises. En tout cas, c'était un vrai plaisir de faire cette première saison avec vous. À très vite. Surtout, restez connectés à La Perche dans le cadre. Bonnes vacances!